Un jour, une porte de l'enfer est soudainement apparue dans le ciel. De là ont émergé des calamités terrifiantes qui ont submergé l'humanité d'une puissance inimaginable. Alors que les monstres ravageaient le monde, l'humanité semblait vouée à l'extinction. Mais face au désespoir, l'humanité s'est éveillée. Les gens ont commencé à gagner des niveaux et des compétences, leur donnant le pouvoir de riposter contre les calamités. Depuis, le monde a changé. La valeur d'une personne était désormais déterminée par son niveau et ses capacités. Parmi toute l'humanité, 10 individus se distinguaient de tous les autres. Ils étaient loués, respectés et vénérés comme les héros les plus puissants qui soient. Ils étaient connus sous le nom des numéros. Les héros qui avaient autrefois sauvé le monde étaient devenus le plus grand espoir de l'humanité. Un jour, un homme aux cheveux blonds a annoncé que les numéros recherchaient des personnes suffisamment dignes pour se battre à leur côté. L'annonce a été diffusée sur un écran géant au milieu de la ville. Un garçon aux cheveux bruns s'est arrêté et l'a regardé. Il a regardé l'écran en silence, pensant aux numéros, ces héros qui avaient autrefois sauvé le monde. Pendant un bref instant, il est resté là, fixant l'immense écran. Il s'appelait Kuya Kamikami, et ce garçon, c'est notre protagoniste principal. Comme d'innombrables autres, Kuya avait été sauvé par les numéros. C'est pourquoi il a grandi en rêvant de les rejoindre un jour et de protéger les gens des calamités. C'était le rêve qu'il caressait enfant, mais la réalité était bien plus cruelle. À proximité, une personne annonçait fièrement qu'elle avait enfin atteint le niveau 100. Une autre se plaignait d'être encore bloquée dans la catégorie des 90. Dans un monde où la force pouvait être mesurée si clairement, les forts étaient plus respectés que jamais. Pendant ce temps, les faibles étaient méprisés. Et pour Kuya, qui était bloqué au niveau 8 depuis si longues années, c'était comme si le monde lui disait qu'il ne méritait pas d'exister. Dans un monde où tout le monde possédait des pouvoirs, il était la seule personne à ne jamais s'être éveillé. Soudain, des alarmes ont retenti dans toute la ville. Un avertissement de calamité a été diffusé partout. Certaines personnes ont grogné, occupées et agacées. Les enfants ont commencé à pleurer. D'autres ont consulté leur téléphone et se sont plaints que l'emplacement détecté était probablement encore erroné. Une petite fille a crié sa mère. Sa mère l'a immédiatement serrée dans ses bras et l'a rassurée en lui disant que les numéros viendraient les sauver. Puis, soudain, l'espace au-dessus d'elle s'est fissuré. Un monstre s'est frayé un chemin dans la ville. La panique s'est propagée instantanément alors que les gens fuyaient pour sauver leur vie. Mais la mère et la fille sont restées figées de peur. Au moment où Koya les a vus, il s'est retourné et a sprinté sans hésitation. Il s'est placé entre le monstre et les deux civils, tandis que la créature imposante se dressait au-dessus de lui. Tout son corps tremblait de peur. Le monstre a poussé un rugissement assourdissant. À ce moment-là, Kuya souhaitait plus que tout avoir un pouvoir. Puis, en un instant, un homme aux cheveux blonds est apparu et a repoussé le monstre d'un coup de pied. Les yeux de Kuya se sont écarquillés de choc. Il a immédiatement reconnu l'homme. C'était Inuit Seika Inuit. L'un des numéros, l'homme connu comme le plus fort du monde et la personne que Kuya admirait plus que quiconque. Il y a 6 ans, un monstre appelé Calamité de grade spécial était apparu. Même les humains éveillés n'étaient pas de taille. D'innombrables personnes ont perdu la vie. À l'époque, Kuya n'avait que 11 ans. Couvert de sang, il était assis impuissant au milieu de tas de cadavres. La plupart de ce qui s'était passé ce jour-là était devenu flou dans sa mémoire, mais un souvenir restait parfaitement clair. Les numéros ont mené une bataille désespérée contre la calamité, risquant leur vie. Inuit a personnellement affronté le monstre au combat, et juste au moment où il l'avait enfin acculé, le monstre a remarqué quelque chose. Il a vu Kuya et a immédiatement reporté son attention sur lui. C'est là que la mémoire de Kuya s'est arrêtée. Lorsqu'il a repris conscience, Inu le tenait fermement et le rassurait en lui disant qu'il était en sécurité maintenant. Ce fut le moment où Kuya réalisa qu'Inu lui-même l'avait sauvé. Un cri a soudainement ramené Kuya à la réalité. Une foule s'était rassemblée autour d'Inuit avec excitation, le reconnaissant comme l'un des numéros. Kuya est resté là, complètement abasourdi, jusqu'à ce qu'une des groupies le pousse. Ce n'est qu'alors qu'il a réalisé à quel point Inuit était incroyablement populaire. Il y avait encore tellement de choses qu'il voulait lui dire, et des chances comme celle-ci pourraient ne jamais se représenter. Rassemblant son courage, Koya a serré fermement son carnet intitulé « Choses à faire pour devenir l'un des numéros ». Puis il a appelé Inuit. Inuit s'est retourné. Kuya a nerveusement demandé s'il se souvenait du garçon qu'il avait sauvé il y a 6 ans. Il a avoué que depuis ce jour, il voulait devenir aussi fort que lui. Il a expliqué qu'il avait fait de son mieux toutes ces années, mais peu importe ce qu'il faisait,
son niveau et ses compétences ne s'amélioraient pas comme il le souhaitait. Désespérément, Kuya a demandé ce qu'il devait faire pour devenir l'un des numéros. Inu est resté silencieux. Soudain, une des fans a crié à Kuya de bouger et l'a poussé au sol. Gémissant de douleur, Kuya s'est lentement rassis. Puis une jeune fille a soudainement appelé « grand frère ». Kuya l'a immédiatement reconnue. C'était la petite fille d'avant. Soulagé qu'elle soit en sécurité, il l'a regardée, mais elle a couru droit devant lui et a remercié Inu de l'avoir sauvée à la place. Kuya a baissé les yeux en silence, puis s'est lentement relevé et est parti, car il devait encore aller à l'école. Un reportage en direct était diffusé depuis Shibuya. La journaliste expliquait que bien qu'un avertissement de calamité ait été émis pendant l'une des heures les plus chargées de la journée, une équipe de subjugation à proximité était intervenue immédiatement. Elle a fièrement annoncé que Seika Inoue des Numéros avait vaincu la bête avec succès. Louant ses actions rapides, elle a déclaré que la paix avait une fois de plus été protégée à Shibuya. Inoue a déclaré que la mission des numéros était de s'assurer que la tragédie d'il y a 6 ans ne se reproduirait jamais. Il a déclaré qu'ils continueraient à se battre au péril de leur vie pour remplir ce devoir. La journaliste a demandé s'il faisait référence à l'incident de la calamité de grade spécial, la catastrophe qui a causé le plus grand nombre de victimes de l'histoire. Inoue l'a confirmé. Il a déclaré qu'ils avaient payé un prix terrible lors de cette bataille et avaient perdu plusieurs de leurs camarades numéros. Kuya a regardé le reportage en silence depuis l'écran géant. Avec enthousiasme, la journaliste a souligné qu'Inu était l'homme qui avait vaincu la calamité et était devenu une légende vivante. La foule autour de lui a éclaté en acclamations. Inu semblait vouloir dire quelque chose comme s'il était sur le point de le nier. Mais quand il a vu les sourires et l'admiration sur les visages de ses fans, il a simplement souri en retour et a salué la foule. Pendant ce temps, Kuya continuait de marcher vers l'école. Puis soudain, quelqu'un l'a attrapé par derrière. Un garçon aux cheveux blonds a passé un bras autour des épaules de Kuya en l'appelant Hachiko. Surpris, Kuya l'a immédiatement reconnu. C'était Tanba. Kuya a bredouillé maladroitement le nom de Tanba. Sans avertissement, un des amis de Tanba a donné un coup de pied à Kuya dans l'estomac. Le type a crié qu'un petit bonhomme comme Kuya n'avait pas le droit de parler familièrement à quelqu'un comme Tanba. Les trois brutes le regardaient avec des sourires moqueurs. L'un des sbires de Tanba a fièrement expliqué que Tanba était déjà considéré comme un candidat pour la prochaine génération des numéros, une véritable étoile montante. Il a ricané qu'un pauvre loser de niveau 8 comme Hachiko ne devrait pas lui parler comme s'ils étaient égaux. Tanba leur a dit calmement d'arrêter avant que les gens ne comprennent mal la situation. Remarquant les regards des passants, il a expliqué qu'ils étaient juste des camarades de classe. Ryoji Tanba avait le même âge que Kuya. Mais contrairement à lui, Tanba était un génie qui battait constamment des records. La différence entre eux était écrasante. Puis Tanba a mentionné qu'il et les autres pensaient aller jouer au bowling. Kuya a répondu maladroitement qu'il ne pouvait pas sécher l'école. Le groupe a immédiatement éclaté de rire. Ils se sont moqués de lui, pensant qu'il avait réellement été invité. L'un d'eux l'a traité d'embarrassant. Tanba s'est penché et a dit à Kuya de lui prêter un peu d'argent car il manquait un peu de fonds pour le moment. Kuya a souligné que Tanba ne lui avait jamais remboursé, et d'ailleurs, Tanba venait d'une famille riche. Tanba a légèrement froncé les sourcils et a dit qu'il ne comprenait pas. Puis il a soudainement crié que dépenser l'argent de Kuya était la partie la plus amusante. Il a frappé Kuya au visage et lui a volé son portefeuille. Après avoir vu la maigre somme d'argent à l'intérieur, Tanba claqua la langue et le traita d'avare. Une fois qu'il eut l'argent, il jeta le portefeuille vide et dit à Kuya qu'il aurait dû le donner dès le début. Kuya les maudit silencieusement dans sa tête. Pendant ce temps, le groupe s'éloigna en parlant de la fortune que ses numéros devaient probablement gagner. L'un d'eux affirma qu'atteindre le sommet signifiait avoir une influence égale à celle d'un président. Tanba admit qu'il voulait désespérément devenir l'un de ces numéros, car ils avaient probablement tout, argent, femmes et luxe. Au moment où Kuya entendit cela, ses yeux s'écarquillèrent. Doucement, il murmura qu'ils avaient tort. Le groupe s'arrêta et se tourna vers lui. Puis Kuya leur cria soudainement qu'ils avaient tort. Il attrapa Tanba par les épaules et hurla que les numéros n'étaient pas des vulgaires comme eux, donc ils n'avaient pas le droit de se moquer d'eux. Kuya déclara que peu importe le talent de Tanba, quelqu'un comme lui ne pourrait jamais devenir l'un de ses numéros. Naturellement, ces mots mirent Tanba en colère. Se tournant vers ses amis, Tanba annonça que le bowling était annulé. Au lieu de cela, il décida de donner une leçon à Kuya. À l'intérieur d'un bâtiment abandonné, le groupe encercla Kuya. Tanba le frappa et demanda qui lui avait donné le droit de répondre, puis il révéla son niveau.
Une fenêtre de statut apparut devant les yeux de Koya. Elle affichait le nom Ryoji Tanba, niveau 2500. Compétence poche. Tanba rappela à Kaya qu'il pouvait écraser un faible comme lui instantanément, puis il annonça fièrement qu'il allait lui montrer sa compétence ultime, poche. Kaya regarda, choqué, une créature géante, sombre semblable à un poisson, se matérialiser derrière Tanba. Tanba expliqua que sa compétence lui permettait de stocker n'importe quoi dans sa poche, de le revendiquer comme le sien, et de le faire apparaître quand il le voulait, même des calamités. Il évoqua la déclaration précédente de Kalia selon laquelle il ne deviendrait jamais l'un de ses numéros. Puis il demanda si Kuya pouvait encore la ramener après avoir vu ce monstre. La calamité chargea immédiatement vers Kuya. Les autres rirent de lui. Tanba lui dit moqueusement de courir, sinon il serait dévoré tout cru. Kuya trébucha et s'écrasa le visage par terre. La calamité rugit violemment avant de mordre directement dans sa jambe. Avec une force terrifiante, elle le projeta au sol. Une violente explosion de poussière et d'énergie violette éclata. L'un des gars marmonna nerveusement un « ou ». Du sang se répandit sur le sol. Kuya regarda avec horreur sa jambe coupée, puis il hurla d'agonie. L'un des brutes paniqua et demanda si Kuya était sérieusement sur le point de mourir. Tanba répondit calmement que s'ils avaient vu ça à Meixer ou s'ils appelaient une ambulance maintenant, quelqu'un avec une compétence de guérison pourrait encore le sauver. Il suggéra de prétendre qu'ils avaient simplement découvert un civil faible attaqué par une calamité. Après tout, sauver Koya améliorerait probablement encore sa réputation. Se tenant au-dessus du corps brisé de Koya, Tenba demanda moqueusement s'il voulait être sauvé. Puis il lui offrit un marché. Il dit qu'il sauverait Koya. Seulement si Koya acceptait de devenir son chien pour le reste de sa vie. Koya ne pouvait que rester là, impuissant, tandis que Tanba continuait de le traiter de bon à rien. Larmes se formèrent dans les yeux de Koya alors qu'il se demandait pourquoi cela lui arrivait. Puis Tanba marcha accidentellement sur quelque chose. C'était le carnet de Kuya. Il le ramassa et le montra aux autres. En le lisant, il trouva une note qui disait « Fais 300 pompes et abdos tous les jours ». Tanba rit et traita Kawiya de tryhard désespéré. Les autres se moquèrent du travail acharné de Kawiya malgré le fait qu'il n'ait jamais augmenté son niveau une seule fois. Tanba ricana en disant que ne rien valoir devait vraiment être nul. Puis il dit à Kawiya d'accepter la réalité. Tanba déclara que quelqu'un sans compétence ni niveau ne pourrait jamais devenir l'un de ses numéros. Et une fois de plus, il traita Koya de bon à rien. Les larmes coulaient sur le visage de Koya. Il ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait. Pourquoi des gens comme Tanba étaient bénis avec le pouvoir. Alors qu'il n'avait absolument rien. Son corps se refroidissait lentement. Il se demanda si c'était vraiment là qu'il allait mourir. Et face à une fin aussi misérable, Koya se demanda doucement quel était le sens de sa vie. Soudain, une silhouette imposante faite de flammes rougeoyantes apparut derrière le groupe. Elle déclara que tout cela était stupide. Kuya la regarda fixement. Sa vision était floue. Puis, il remarqua quelque chose d'étrange. Le monde autour de lui avait complètement arrêté de bouger. Pendant un moment, Kuya se demanda s'il était déjà mort. La voix semblait dégoûtée. Elle n'arrivait pas à croire qu'un humain puisse mourir d'une chose aussi pathétique. Kuya demanda faiblement « Qui était là ?» L'entité enflammée se présenta comme Mugen, puis demanda à Kuya s'il avait oublié ce qui s'était passé il y a 6 ans. Les yeux de Kuya s'écarquillèrent de choc, car ce monstre était la même calamité de grade spécial qu'Inui avait soi-disant vaincu à l'époque. Mugen ricana à cette idée. Il corrigea Kuya et révéla la vérité. Il n'avait jamais été vaincu du tout. Au lieu de cela, il avait vécu à l'intérieur de Kuya tout ce temps. Kuya ne comprenait pas ce que cela signifiait. Mugen expliqua qu'il y a 6 ans, après avoir épuisé presque toute son énergie, il avait tenté de posséder le corps du gamin d'à côté. Ce gamin, c'était Kuya. Mais au lieu de prendre le contrôle de son corps, Mugen lui-même finit par être absorbé par Kuya. Mugen se plaignit que regarder la vie pathétique de Kuya, semblable à celle d'un insecte, pendant 6 années consécutives, avait été d'un ennui insupportable. Il passa tout ce temps endormi, incapable même de prendre le contrôle de son corps. Ce n'est que maintenant, après que Koya ait failli mourir, qu'il a enfin pu réapparaître. Mugen dit froidement à Koya qu'il allait mourir. La douleur couvrit le visage de Koya. Mugen se moqua de sa vie misérable. Personne ne le reconnaissait. Personne n'attendait rien de lui. Tout le monde le traitait comme un insecte. Puis Mugen demanda à Koya s'il savait pourquoi. Il déclara que c'était parce que Koya était faible. Kuya serra les dents de frustration. Mugen demanda si le pouvoir était vraiment ce que Kuya désirait. Puis, comme dernier cadeau avant la mort, il lui offrit un avant-goût du pouvoir pour qu'il puisse au moins mourir satisfait.
Mais Kuya rejeta cette idée, car le pouvoir qu'il désirait vraiment était un pouvoir qu'il pourrait utiliser pour protéger les autres, tout comme Inu l'avait protégé à l'époque. C'était le genre de force qu'il avait toujours admiré, c'était le pouvoir qu'il désirait vraiment. Soudain, les yeux de Kuya brillèrent d'un rouge vif. Une énergie violente commença à tourbillonner autour de lui. Une force terrifiante explosa de son corps. Tanba et les autres se figèrent de choc. Puis soudain, la calamité que Tanba avait invoquée s'effondra, morte sur place. Le corps de Kalia se releva lentement, mais ce n'était plus Kalia qui le contrôlait. Mugen avait pris le contrôle et Mugen rit avec satisfaction après avoir enfin retrouvé un corps humain. Puis il demanda quelque chose à Kuya. S'était-il jamais demandé pourquoi son niveau n'augmentait jamais, peu importe à quel point il s'entraînait? Mugen leva un poing et brisa l'écran de statue de Kuya d'un seul coup. L'écran brisé se fissura comme du verre, puis Mugen révéla la vérité. Le statut de Kuya avait été mal orienté tout ce temps. Un symbole d'infini brilla soudainement au-dessus du corps de Kuya. Une énergie rouge sinistre crépita violemment autour de lui alors qu'une puissance écrasante éclatait. Mugen savourait vraiment la sensation de posséder à nouveau un corps humain. Tanba se demanda ce qui n'allait pas chez Kuya. L'un de ses sbires demanda si Kuya était encore vivant parce que sa force vitale ressemblait à celle d'un cafard. Mugen commenta avec nonchalance que, comme il s'y attendait, ils étaient faibles. En craquant ses doigts semblables à des griffes, il activa sa compétence. Deux sbires éclatèrent de rire car ils pensaient qu'il avait complètement perdu la tête. Cependant, Tanba resta mortellement sérieux. Mugen a dit à ses petits morveux de faire de leur mieux pour ne pas mourir instantanément. Pendant ce temps, à l'intérieur d'un gratte-ciel de la ville, quelqu'un a annoncé son retour. Seika Inouye entra dans son bureau. Sa secrétaire l'accueillit et lui annonça qu'il n'y avait eu aucune victime, comme prévu. Inu acquiesça et fit remarquer qu'il était heureux que la calamité soit apparue à proximité. Il réfléchit à quel point les menaces de calamité pouvaient être imprévisibles et souligna qu'il devait toujours rester vigilant. Puis Kuya lui traversa soudainement l'esprit. Sa secrétaire lui demanda si quelque chose n'allait pas. Inu expliqua qu'un gamin lui avait parlé plus tôt et il réalisa finalement que c'était le même enfant qu'il avait sauvé lors de l'incident de calamité 6 ans auparavant. Il admit avoir fait quelque chose de terrible. Il regrettait de ne pas avoir reconnu Kuya plus tôt. Soudain, une pression écrasante emplit la pièce. Inu demanda immédiatement ce qu'était cette présence. Puis il regarda par la fenêtre. Il sentait que la puissance extérieure était égale à la leur, voire plus forte. Dans un total incrédulité, il se demanda si c'était une puissance de classe calamité. De retour dans le bâtiment abandonné, un des amis de Tanba s'irritait de plus en plus contre Koya. Il se sentit profondément offensé après avoir été traité de petit merdeux. L'homme chargea immédiatement vers lui. Il jura qu'il tuerait Kuya lui-même. Cependant, l'énergie flamboyante rassemblée dans sa main se dispersa soudainement avant même de pouvoir toucher Kuya. Puis Kuya tordit le bras de l'homme si violemment que les os se brisèrent instantanément. Quand l'homme s'effondra au sol, son corps était tordu de façon grotesque, comme si on l'avait essoré comme une serviette. Perdu dans un état de manie, Mugen déclara que la sensation d'écraser des os était absolument irrésistible. Il ajouta que cela faisait déjà 6 ans qu'il n'en avait pas ressenti. La sueur dégoulinait sur le visage de Tanba alors qu'il se demandait si la personne qui se tenait devant lui était vraiment Koya. Pendant ce temps, l'autre larbin restait arrogant. Il rassembla donc son énergie et attaqua en criant que Kuya était toujours le seul vraiment inutile. Il déchaîna une technique appelée fouet de lianes, en voyant des lianes vertes lumineuses couvertes d'épines s'abattre violemment sur Kuya. Les lianes s'enroulèrent étroitement autour du corps de Kuya. L'homme croyait l'avoir capturé avec succès, alors il fut complètement confus lorsque la liane disparut soudainement et que Koya l'esquiva sans effort. Puis Koya leva ses doigts. D'un simple coup sur le front de l'homme, il le projeta au loin tandis que le sang jaillissait dans l'air. L'impact envoya l'homme voler violemment en arrière, le sang éclatant partout. Mugen déclara nonchalamment que tout cela était ennuyeux. Il voulait quelque chose de bien plus excitant à la place. Soudain, Mugen sentit quelque chose approcher. Un large sourire s'étala lentement sur son visage après avoir réalisé qu'un gros morceau était enfin arrivé. Tanba activa immédiatement sa technique de poche. Des portails violets d'énergie s'ouvrirent tout autour de lui. Tanba cria à Kuya de ne pas s'emballer et le traita de bâtard. Puis il lui lança d'innombrables dagues à une vitesse incroyable. Cependant, Mugen eut l'air déçu. Il brisa sans effort chaque projectile, réalisant que la présence qu'il avait sentie n'était pas Tanba du tout. Tanba regarda, complètement choqué. Puis, en un instant, une frappe puissante le percuta directement.
Son corps s'écrasa violemment contre le mur. Plusieurs de ses dents volèrent avant qu'il ne perde complètement connaissance. Mugen continua de regarder devant lui, attendant clairement quelqu'un d'autre. Devant lui se tenait une calamité avec des tentacules ondulants couvrant son visage. Mugen sourit. Il demanda si elle était venue célébrer sa renaissance avant de l'appeler moqueusement gros costaud. Mugen savait déjà que cette faible calamité n'avait pas de volonté propre, alors il se demanda si elle avait simplement été attirée là en sentant sa puissance. Pendant ce temps, Tanba regardait la scène, complètement confus, le sang coulant de son nez. Il n'arrivait pas à croire qu'au moment où Kuya devenait soudainement monstrueusement fort, une autre calamité terrifiante était également apparue. À ce moment-là, il se demanda sincèrement s'il rêvait. Mugen s'excita et déclara qu'il était enfin temps de faire quelques exercices d'échauffement. Dans son propre esprit, Koya se demandait ce qu'était exactement cette puissance. Il baissa lentement les yeux sur ses propres mains, puis il se demanda s'il était même vraiment vivant, car quelques instants auparavant, son corps avait semblé glacial. Mugen se tenait devant la gigantesque calamité et demanda nonchalamment au gamin s'il était toujours en vie. Avec un sourire sinistre s'étalant sur son visage, il demanda à nouveau à Kuya s'il était vraiment vivant. Puis Mugen commença lentement à avancer tout en continuant à converser avec lui. Un sourire maléfique apparut sur son visage alors qu'il disait à Kuya de profiter du spectacle depuis la meilleure place. La puissance déferla violemment dans son corps, faisant craquer le sol lui-même sous ses pieds. Koya demanda ce que Mugen voulait dire et exigea de savoir ce qu'il comptait faire exactement. Se tenant directement devant la massive calamité tentaculaire, Mugen déclara que ses intentions devaient déjà être évidentes. Puis il évoqua l'incident incendiaire d'il y a 6 ans. Koya se souvint soudain de la vision horrifiante de Mugen se tenant au milieu d'une ville en ruine, avec des cadavres couvrant les rues partout. Horrifié, Koya se demanda si ce cauchemar allait se reproduire. Mugen déclara qu'il tuerait d'abord la calamité et après cela, il reprendrait le massacre des humains. Cependant, quelque chose fit soudainement écarquiller ses yeux de surprise. Rien qu'en pensant à la catastrophe d'il y a 6 ans qui continuait, il n'était pas question que Kuya laisse cela se produire. Il exigea désespérément son corps en retour. Soudain, une énergie violente parcourut son corps et Kuya hurla d'agonie. Mugen rugit furieusement, exigeant de savoir ce que Kuya avait fait. Sans perdre une seconde de plus, Kuya reprit de force le contrôle de son corps. Mugen resta là, complètement abasourdi. Pendant ce temps, Kuya lui-même pouvait à peine croire qu'il était vraiment revenu. La gigantesque calamité se dressait juste au-dessus de lui alors que Mugen exigeait de savoir ce qu'il avait fait exactement. Mugen le prévint qu'il allait mourir. Il ajouta que si Kaguya voulait éviter ce destin, il devait immédiatement échanger sa place avec lui à nouveau. À cet instant précis, l'attaque de la calamité le frappa presque. Évitant de justesse, Kuya leva les yeux avec confusion. Puis il remarqua une lame déjà enfoncée profondément dans le corps de la calamité, alors il se précipita immédiatement et l'enfonça encore plus. Les gigantesques tentacules attaquaient sans relâche de toutes les directions, mais Kuya se déplaçait à une vitesse incroyable tout en esquivant chaque frappe. Mugen ricana après avoir réalisé que Kuya ne contrôlait pas seulement le corps à nouveau, mais utilisait également la puissance de Mugen en même temps. Kuya sentait son corps bouger, presque par instinct. En même temps, l'attaque de la calamité lui parut soudain incroyablement lente. Puis, d'un puissant coup de poing, Koya frappa directement la créature géante. À ce moment-là, il réalisa qu'il pouvait vraiment le faire jusqu'à ce qu'un des tentacules s'enroule soudainement autour de sa jambe. Pris complètement au dépourvu, Kuya fut instantanément entraîné. La calamité le tenait à l'envers en l'air, tandis que ses yeux jaunes lumineux le fixaient directement. Luttant désespérément, Kalia se dit de rester concentré. Il se força à ressentir la puissance qui coulait en lui. Puis une fenêtre de statue apparut soudainement devant ses yeux, révélant sa compétence, éveil illimité. En même temps, son niveau passa de 8 à un symbole d'infini. Suspendu en l'air, Kuya commença à canaliser cette puissance écrasante. Soudain, des faisceaux de lumière jaillirent de l'intérieur même du corps de la calamité. Une explosion massive éclata vers l'extérieur. L'explosion détruisit la majeure partie du bâtiment. Quand tout se fut calmé, Kuya se tenait au milieu des restes de la calamité vaincue. Non loin de là, Tanba gémissait douloureusement, allongé sur des tas de débris brisés. Koya n'arrivait pas à croire que tout le bâtiment avait pratiquement été soufflé. Pendant ce temps, Mugen se demandait ce qui n'allait pas chez lui. Ce moment marqua la véritable rencontre de Koya avec Mugen, et cette rencontre inviterait éventuellement d'innombrables batailles futures dans sa vie.
À l'époque, cependant, Koya n'en avait absolument aucune idée. Ailleurs, un jeune homme était assis calmement sur la tête d'une gigantesque bête abattue, marmonnant doucement que tout était ennuyeux. Les nouvelles du matin rapportèrent qu'une calamité était apparue à l'intérieur d'un bâtiment abandonné dans la ville la veille. La diffusion expliqua que la police métropolitaine et le quartier général des mesures de lutte contre les calamités enquêtaient actuellement sur l'incident. Il fut également annoncé que les Numbers eux-mêmes participeraient à l'enquête. Pendant ce temps, d'énormes foules s'étaient déjà rassemblées près des lieux dans l'espoir d'apercevoir les Numbers. Regardant les nouvelles depuis sa chambre, Koya marmonna que les choses avaient tourné au gros bazar. Il se souvint de tout ce qui s'était passé la veille. Il avait provoqué l'explosion de la calamité et pratiquement détruit tout le bâtiment dans le processus. Koya inspecta lentement sa main, puis vérifia sa fenêtre de statut. Son niveau était revenu à niveau 8, mais son corps ne lui semblait plus complètement le sien. Il avait l'impression qu'une puissance écrasante débordait constamment en lui. Soudain, Kayono remarqua son reflet dans le miroir et se figea de choc. Des mèches rouges s'étaient mêlées à ses cheveux. Il ressemblait à un délinquant et se plaignit immédiatement qu'il détestait ça. À ce moment précis, il réalisa que tout ce qui s'était passé la veille était bien réel. Puis ses yeux tombèrent sur la cicatrice massive qui traversait sa jambe, le faisant pâlir instantanément. À cet instant exact, la voix de Mugen résonna dans son esprit, lui disant que s'il voulait continuer à rêver, il n'avait qu'à retourner dormir. Soudain, une énergie sombre commença à tourbillonner autour de Koya. Confus, il regarda autour de lui et demanda où il se trouvait exactement. Mugen l'appela froidement insolent. Puis il déclara que Koya se tenait maintenant devant le grand seigneur Mugen lui-même. Mugen fit remarquer qu'il était incroyable qu'un simple humain s'en prenne à lui, et déclara que Koya devrait considérer cela comme un honneur. Koya le fixa droit dans les yeux. Après tout, c'était la calamité de grade spécial Mugen, le même monstre qui avait plongé le monde dans la terreur il y a 6 ans. Koya lui reprocha de faire ce qu'il voulait dans un corps humain. Puisque Mugen était censé être une calamité, Koya demanda pourquoi il faisait une chose pareille en premier lieu. Mugen se contenta de sourire en réponse, puis il répéta la question en libérant une brume noire vers Koya. Des souvenirs de gens hurlant et fuyant désespérément dans le chaos refirent surface. Au milieu des décombres effondrés et de la destruction, Mugen se tenait droit comme un cauchemar. Les yeux de Koya s'écarquillèrent d'horreur. Il s'effondra sur ses genoux en respirant lourdement. Alors que les pensées de Mugen se déversaient directement dans son esprit, Koya réalisa quelque chose de terrifiant. Mugen ne comprenait que la destruction, le massacre et une envie infinie de tout consommer. Même ainsi, Koya déclara qu'il ne permettrait jamais à Mugen de faire ce qu'il voulait. Il défia Mugen directement et souligna que Mugen ne pouvait même pas quitter son corps de toute façon. Mugen admit que Koya avait raison. Il ne comprenait pas lui-même comment il avait pu être piégé dans le corps de quelqu'un comme Koya. Puis un immense sourire s'étala lentement sur le visage de Mugen. Il avertit Koya qu'une fois mort, le corps deviendrait entièrement le sien. Koya le regarda avec détermination, tandis que l'énergie sombre tourbillonnait sans fin autour d'eux. Riant tout seul, Mugen fit remarquer que le jour n'était plus très loin. Koya demanda immédiatement ce qu'il voulait dire par là. Mugen demanda pourquoi Koya pensait que la calamité géante d'hier était apparue en premier lieu. Il révéla que les calamités étaient naturellement attirées par Koya comme des papillons par une flamme. Mugen décrivit un avenir rempli de cris sans fin, de chaos et de destruction. Selon lui, le monde lui-même deviendrait finalement un enfer vivant. Koya réalisa que les calamités se rassemblaient maintenant autour de lui. Mugen déclara nonchalamment que les faibles calamités d'avant ne lui posaient aucun défi. Cependant, tôt ou tard, Kuya serait inévitablement tué par l'une d'elles. Mugen attendait avec impatience le jour où il pourrait enfin prendre le contrôle total du corps de Kuya, mais jusqu'à ce jour, Kuya n'aurait d'autre choix que de continuer à se battre seul. Plus tard, un train traversa un tunnel sombre. Kuya était assis tranquillement dans l'un des wagons, réfléchissant à la façon dont il était censé continuer à se battre. Il savait qu'il ne pourrait jamais continuer à compter sur le pouvoir d'une calamité pour toujours. Pourtant, il comprenait aussi que ce n'était plus un problème qu'il pouvait résoudre seul. Ce n'était plus seulement son problème personnel, c'était devenu une menace pour toute l'humanité. Et dans l'esprit de Koya, il n'y avait qu'une seule personne capable de résoudre un tel problème, Seika Inoue. Koya épingla l'emplacement de l'association des numéros sur son téléphone. Il était certain que s'il expliquait honnêtement tout, Inoue l'aiderait.
Finalement, il descendit du train à la station de l'association des numéros. Au moment où Kuya posa le pied sur le quai, un groupe de délinquants le remarqua immédiatement et commença à l'appeler Hachiko. Ils se moquèrent de lui en lui demandant ce qu'un chien inutile comme lui faisait là. Kaoya resta silencieux. L'un des brutes remarqua que Kaoya agissait de manière assez froide envers eux maintenant. Un autre suggéra qu'ils s'amusent un peu tous ensemble à la place. Kaoya s'excusa rapidement et expliqua qu'il était pressé. Il demanda poliment s'il pouvait faire cela une autre fois. L'un des délinquants ricana et fit remarquer que le petit animal de Tanba parlait soudainement de manière bien trop audacieuse. Le chef déclara qu'il devait donner une leçon à Kuya pour le bien de Tanba. Lui lançant un coup de poing puissant, l'homme ordonna à Kuya de remuer la queue tranquillement comme d'habitude. Kuya se prépara instinctivement. Cependant, quand il ne sentit absolument rien le frapper, il rouvrit lentement les yeux, confus. Soudain, l'homme hurla de douleur en se tenant le bras. Les autres se précipitèrent immédiatement vers Koya, lui demandant ce qu'il venait de faire. Koya paniqua et bégaya pour qu'ils arrêtent. Instinctivement, Koya poussa ses deux mains en avant, et l'un des hommes fut soudainement projeté directement sur les voies du train. Koya s'excusa précipitamment en demandant si tout allait bien. Mais sans crier gare, une calamité apparut soudainement à côté de l'homme sur les rails. Elle ressemblait à un ver gigantesque bordé de rangées de dents acérées comme des rasoirs. L'homme se figea de terreur en réalisant qu'une calamité était apparue. Pendant ce temps, Kuya réalisa immédiatement que Mugen avait dit la vérité. Les calamités se rassemblaient vraiment autour de lui. La créature se jeta sur l'homme, forçant Kuya à plonger pour le sauver. Le corps massif de la calamité les projeta tous les deux sur le quai. Kuya regarda avec incrédulité ce qu'il venait de faire. Il se demanda si c'était vraiment lui qui avait bougé. La calamité planait menaçante au-dessus d'eux. Kuya se demanda désespérément ce qu'il était censé faire maintenant. Il doutait sincèrement de pouvoir combattre quelque chose comme ça. Non loin, une femme hurla soudain de terreur. Il y avait encore plus de calamités qui apparaissaient dans toute la gare. À ce moment-là, les paroles de Mugen résonnèrent dans l'esprit de Koya, et Koya se blâma immédiatement pour tout cela. Dans son imagination, il voyait des humains être dévorés par des calamités tout autour de lui. Il se demanda ce qu'il était censé faire maintenant. Toute sa vie, il avait voulu sauver des gens, et pourtant la réalité se révélait être le contraire. Puis la détermination remplit soudain ses yeux. Peu importait si le pouvoir venait d'une calamité. Un Hachiko inutile comme lui ne pouvait pas être difficile. Que ce soit un pouvoir accordé par le ciel ou un pouvoir volé à une calamité. Kala choisit de l'utiliser. Il poussa un grand cri en activant ce pouvoir. Une fenêtre de statue apparut devant lui affichant sa compétence. Éveil infini, son niveau n'affichait plus de nombre mais un symbole d'infini. C'était son pouvoir maintenant. Kuya chargea en avant, puis lança un coup de poing dévastateur vers la calamité qui s'apprêtait à dévorer la femme terrifiée. La femme le regarda avec un choc total. Kuya avait déjà pris sa décision. Si Mugen avait l'intention de prendre le contrôle de son corps, il utiliserait simplement le pouvoir de Mugen pour lui-même. Il continua à frapper les calamités une par une. Les gens regardaient avec incrédulité les corps des monstres exploser en plein vol. Pendant ce temps, Mugen remarqua que Koya avait réussi à faire ressortir son pouvoir une fois de plus. Finalement, l'énergie écrasante se stabilisa. La femme remercia Koya en larmes de les avoir tous sauvés. D'autres survivants se rassemblèrent bientôt autour de lui, louant sa force tout en le remerciant encore et encore. Quelqu'un cria même que Koya ressemblait à l'un des numéros eux-mêmes. Pendant ce temps, les deux délinquants restèrent figés au sol, complètement choqués. Cependant, Kalia lui-même resta plongé dans ses pensées. Il se rappela avoir été moqué toute sa vie comme un Hachiko inutile. Et maintenant, il était déterminé à laisser cette identité derrière lui pour toujours. Plus important encore, il était déterminé à ne pas laisser Mugen prendre le contrôle de lui. Dans le même temps, dans un hôpital de la ville, Tanba marmonnait le nom de Hachiko à plusieurs reprises. Tanba serra les dents et jura qu'il ne lui pardonnerait jamais. Une infirmière entra dans la chambre et l'informa qu'il avait une visite. Agacé, Tanba lui cria dessus, lui rappelant qu'il avait déjà dit de ne laisser entrer personne. Inu le réprimanda immédiatement pour avoir parlé si grossièrement à quelqu'un qui prenait soin de lui. Tanba répondit qu'il n'était pas impressionné. Mais au moment où il entendit la voix d'Inui, Tanba se figéa. Il fut choqué de le voir et devint instantanément poli. Inui demanda si ses blessures allaient bien après avoir survécu à un tel désastre. Il fit remarquer avec nonchalance que survivre à une calamité de haut rang pourrait effectivement faire de Tanba une personne chanceuse.
La femme debout à côté d'Inui mâchait du chewing-gum avec désinvolture, tandis que Tanba l'a reconnu comme un autre membre des Numbers. Il se demanda pourquoi des personnes aussi importantes étaient soudainement venues lui rendre visite. Inu expliqua qu'ils enquêtaient actuellement sur la personne responsable de la défaite de la calamité. Il dit à Tanba de parler s'il savait quoi que ce soit. Tanba se figea au moment où il entendit le mot « défaite ». Cela lui rappela instantanément la façon dont Kuya s'était battu à l'époque, et cela le mit en rage. Tanba leur cria d'arrêter de se moquer de lui. Il insista sur le fait que c'était lui qui avait tué la calamité. Puis, il demanda désespérément à Inui de le laisser rejoindre les Numbers. Au fond de lui, cependant, il refusa d'admettre que Kuya l'avait réellement sauvé. Au lieu de cela, il n'arrêtait pas de se convaincre qu'il était le supérieur. Les yeux de la femme brillèrent faiblement alors qu'elle mâchait son chewing-gum. Inu le remarqua immédiatement. Après une courte pause, Inu répondit simplement qu'il comprenait. Puis, avec un doux sourire, il dit à Tanba de se concentrer d'abord sur sa guérison. Il se retourna pour partir, mais Tanba s'assit immédiatement et leur cria d'attendre. Désespérément, il les supplia de ne pas partir et demanda encore une fois à être accepté dans les Numbers. Pendant ce temps, Inui et la femme traversaient le couloir en parlant de la façon dont Tanba était un raté complet. Elle fit remarquer qu'il essayait trop fort de faire le dur alors qu'elle pourrait l'écraser sans effort. Inui lui dit de ne pas dire ça car Tanba était considéré comme une étoile montante. Elle eut l'air choquée après avoir entendu cela et commenta que le monde devait vraiment être en train de finir. Puis il aborda l'autre survivant. Il espérait que leur coéquipier avait plus de chance là-bas. La femme demanda qui avait été envoyé pour rencontrer l'autre survivant. Il répondit que c'était le numéro 13 en pleine ascension. Elle eut l'air surprise et demanda même si c'était une bonne idée. Inu expliqua que si l'adversaire possédait vraiment une capacité de grade spéciale, alors il faudrait un rang d'un niveau égal pour s'en occuper. Sinon, le survivant serait complètement dépassé. Il parlait d'un génie destiné à devenir le plus fort. C'était Kei Kusanagi. L'immense gratte-ciel se dressait au centre de la ville. Koya le regarda avec une admiration totale au moment où il le vit. C'était l'association des Numbers. Les informations concernant les calamités de tout le Japon y étaient rassemblées, tandis que des rangs de toutes les régions visitaient constamment le bâtiment. Les rangs étaient des guerriers qui gagnaient leur vie en soumettant des calamités. C'était aussi le quartier général des Numbers, les 10 piliers qui se tenaient au-dessus de tous les rangs, ce qui signifiait qu'Inui, l'homme le plus fort du monde, était également à l'intérieur de cet endroit. Koya avait besoin d'un moyen de gérer les calamités approchantes, mais il n'avait toujours aucune parade contre Mugen, la calamité qui vivait en lui. Si Mugen prenait un jour complètement le contrôle de son corps, alors Kuya aurait besoin de quelqu'un capable de les tuer tous les deux, lui et Mugen, et il croyait qu'Inu était la seule personne capable d'accomplir cela. Avec cette détermination en tête, Kuya entra dans le bâtiment. Un groupe de réceptionnistes au visage complètement identique l'accueillit et lui demanda poliment comment il pouvait l'aider. Pris au dépourvu, Kuya se demanda s'il s'agissait d'une sorte de capacité spéciale ou s'ils étaient réellement des clones. En s'approchant du comptoir, il demanda une rencontre avec Inu. La réceptionniste l'informa poliment qu'Inu était actuellement absent et lui demanda s'il avait un rendez-vous. Kuya admit que non. Il expliqua qu'il espérait simplement le rencontrer directement d'une manière ou d'une autre. La réceptionniste lui demanda alors son nom et son âge. Il se présenta comme Kuya Kamikami, 17 ans. La réceptionniste eut l'air surprise car il semblait qu'il n'avait aucun enregistrement de compétences. Elle souligna que l'enregistrement des compétences était obligatoire pour tous les individus éveillés. Éviter intentionnellement l'enregistrement serait même considéré comme un crime. Kuya bégaya nerveusement avant d'admettre que sa compétence ne s'était tout simplement jamais manifestée jusqu'à présent. La réceptionniste comprit enfin la situation et demanda à Koya d'enregistrer d'abord sa compétence. Elle lui demanda également s'il voulait s'enregistrer en tant que rang en même temps. Koya accepta, bien qu'il soit rapidement devenu confus par la suite. La réceptionniste le dirigea vers une machine et lui demanda de poser sa main dessus. La machine analyserait sa compétence et une fois cela terminé, son processus d'enregistrement serait terminé. Kuya voulut immédiatement reculer, mais la réceptionniste proposa d'expliquer ce que signifiait réellement être un rang. Dans son esprit, Mugen marmonna que l'endroit était incroyablement ennuyeux. Il compara les gens autour d'eux à des graineries. À ce moment-là, quelqu'un entra dans le bâtiment. C'était Kai. Une aura puissante l'entourait. Mugen remarqua immédiatement sa présence. Pendant ce temps, la réceptionniste continua d'expliquer que les rangs enregistrés recevaient des classements qui changeaient en fonction des calamités qu'ils avaient vaincues et des directives qu'ils avaient accomplies pour l'association.
Elle ajouta que les 10 meilleurs rangs étaient connus sous le nom de Numbers, des individus qui possédaient à la fois un immense honneur et une énorme richesse. Elle encouragea Kuya à travailler dur et à devenir un jour l'un d'entre eux. Puis elle commença à expliquer plusieurs règles importantes. Premièrement, les disputes privées entre rangs impliquant des compétences étaient strictement interdites et entraîneraient de lourdes sanctions. Kuya se sentit complètement dépassé. Il n'était venu là que pour demander de l'aide concernant Mugen. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il était soudainement devenu un rang lui-même. Il revint rapidement à la réalité et se rappela que ce n'était pas le moment de s'en réjouir. Il se demanda si c'était vraiment acceptable puisque le processus pourrait exposer l'existence de Mugen. Puis la machine annonça que l'enregistrement était terminé. La réceptionniste le félicita pour être officiellement devenu un rang. Koya soupira silencieusement de soulagement. Puis la réceptionniste lui montra les résultats de son évaluation de compétences et de rang. Elle trouva quelque chose d'étrange. Koya était enregistré comme niveau 8, mais il n'y avait aucune compétence listée sous son profil. Secrètement, Koya se sentit soulagé. Car si la machine avait affiché quelque chose comme calamité ou Mugen, les choses seraient instantanément devenues un désastre. La réceptionniste l'informa qu'il devrait enquêter davantage sur le problème. Koya lui dit rapidement que ce n'était pas grave. Soudain, Kei apparut derrière lui et demanda s'il était Koya Kamikami. Pris au dépourvu, Koya se retourna et se demanda qui était exactement cette personne. Une énergie bleue brillait dans les yeux de Kei. Il déclara qu'il avait de grandes attentes pour Kawaya. Dans l'instant suivant, une explosion écrasante d'énergie bleue explosa. L'attaque traversa la table tandis que la réceptionniste trébucha en arrière. Choqué, Koya esquiva instantanément la frappe et réapparut derrière Kei. Il sembla amusé par sa réaction. Pendant ce temps, Kuya était irrité. Il n'arrivait pas à croire que le sol lui-même avait été déchiqueté. Il demanda ce que Kei pensait faire. Se demanda simplement si Kuya était vraiment celui-là. Tout le monde devint tendu. Le tumulte attira rapidement une foule qui se demandait si un combat entre rangs était sur le point d'éclater. Un groupe de réceptionnistes se précipita immédiatement et les avertit que les duels entre rangs étaient strictement interdits. Ils ordonnèrent aux deux de ne pas se battre à l'intérieur de l'association. K les regarda fixement. La réceptionniste se cacha derrière le comptoir en criant qu'ils seraient tous deux soumis à des punitions s'ils continuaient. Pendant ce temps, Kuya observait K attentivement. La sueur coulait lentement sur sa joue. Kei remarqua que Kei avait réussi à esquiver cette attaque et à cause de cela, il soupçonna que Kei pourrait réellement être le vrai. Certaines personnes reconnurent immédiatement le rang 13, Kei. Cependant, ceux qui ne le connaissaient pas demandèrent s'il était célèbre. Une autre personne répondit que K était essentiellement un complet cinglé. Ils le décrivirent comme un maniaque du combat qui cherchait constamment des adversaires forts. Soudain, l'homme avertit tout le monde à proximité de rester à l'écart avant qu'il ne soit pris dans les tirs croisés. Kuya confronta Kei et demanda ce qu'il pensait faire. Il souligna à quel point ses actions étaient dangereuses. Il sembla amusé par sa réaction, surtout après avoir entendu que Kuyo était censé être plus fort que lui. Kuyo fut complètement stupéfait par cette déclaration. Il y a peu, dans un bar tranquille, Kei interrogeait Inu sur la raison de son appel. Puis, il lui demanda sans détour s'il avait enfin décidé de l'affronter. Inu répondit calmement qu'il n'en était rien et expliqua qu'il voulait plutôt discuter d'autre chose. Il proposa à Kei de s'asseoir. Cependant, Kei répondit simplement qu'il partait. Inu lui offrit alors du lait de haute qualité à la place. Cela stoppa immédiatement Kei dans sa fuite. Il se retourna, revint au comptoir et commença à le boire en déclarant qu'il partirait dès qu'il aurait fini. Ce n'est qu'alors qu'Inu expliqua enfin qu'il voulait que Kei prenne contact avec un certain garçon. Ce garçon se trouvait être la personne qui avait rencontré et survécu à la calamité plus tôt ce matin-là. Kei demanda pourquoi c'était important. Inu expliqua que Kei l'avait aussi senti, que la calamité avait été dangereusement proche du niveau spécial. Par conséquent, si cette calamité avait vraiment été repoussée, alors ce garçon pourrait être plus fort que Kei lui-même. Cela sidéra complètement Kei. Inu voulait savoir si le garçon partageait les mêmes aspirations qu'eux. Il ajouta que si Kei ne voulait pas s'en charger, il s'en occuperait personnellement. Kei demanda immédiatement si Inu avait l'intention de se battre contre le garçon. Inu répondit calmement que cela dépendrait des circonstances. Les sourcils de Kei se froncèrent. Il finit le reste de son lait d'une traite. Puis, au moment où il vida le verre, il déclara que ce serait lui qui affronterait Kei. Inu répondit calmement que le moment venu, il accepterait le défi de Kei. De retour dans le présent, Kei vérifia la fenêtre de statut de Koya.
Il fit remarquer que les statistiques de Koya semblaient complètement buggées. Quelque chose n'allait manifestement pas. Koya sentit sa peau picoter rien qu'à cause de la pression. Comparé à cela, même Tanba n'était rien. La force que Koya ressentait de la part de Kei existait à un tout autre niveau, que fit remarquer que si Koya refusait de venir à lui, alors il s'approcherait simplement de Koya lui-même. Il déclencha immédiatement une autre attaque, forçant Koya à l'éviter de justesse. Koya lui cria d'arrêter, car il n'avait absolument aucune intention de se battre contre lui. Kei le défia d'essayer de l'arrêter à la place. Koya continua d'esquiver les attaques tout en se demandant désespérément quoi faire. Une chose était certaine, s'il perdait le contrôle et était vaincu, Mugen apparaîtrait. C'était le seul résultat qu'il voulait absolument éviter. Une énergie bleue se rassembla dans la paume de K, puis il sensa l'attaque vers l'avant et ordonna à Kuya de se dépêcher de révéler son vrai pouvoir. Son bras déborda d'une énergie terrifiante. Il essayait de forcer Kuya à exposer sa vraie force. Kuya réalisa immédiatement à quel point la situation était devenue grave. Il se prépara à esquiver, mais alors, il remarqua soudain un enfant se tenant directement sur le chemin de l'attaque. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. L'enfant était trop terrifié pour bouger. Koya hurla à Kei d'arrêter car il y avait un enfant là. Et que ne montra aucune intention de s'arrêter, forçant Koya à bloquer l'attaque avec ses avant-bras. Une explosion massive engloutit la zone dans une lumière aveuglante. Quand la fumée se dissipa enfin, Kei se tenait calmement au milieu de la destruction. Il fit remarquer que peu importe comment il regardait les choses, Koya n'était définitivement pas juste de niveau 8. Pendant ce temps, Koya tenait fermement l'enfant protecteur dans ses bras. Il était furieux contre Kei et demanda quelles étaient ses intentions réelles. Ce genre de pouvoir était censé vaincre les calamités et protéger les gens, que répondit immédiatement que ce n'était pas le cas. Il révéla qu'il se battait simplement parce que c'était amusant. Pour lui, cela ne faisait aucune différence que l'adversaire soit un humain ou une calamité. Tout ce qui lui importait était de tester les limites de sa propre force. Furieux, Kuya lui cria d'arrêter de plaisanter. Il déclara que quelqu'un qui utilisait le pouvoir avec autant d'arrogance n'était pas différent d'une calamité. Que nargua Kuya en suggérant qu'il essaie de le vaincre s'il y croyait vraiment. Une énergie bleue se condensa en une sphère juste devant Kei. Il s'attendait à ce que Kuya se précipite vers lui. Kuya devint soudain confus quand Kei apparut bien plus près que prévu pour l'attaque. Un coup de poing le frappa presque. Kuya se demanda si Kei venait de se téléporter. Puis Kuya remarqua la posture de Kei. Il réalisa que Kei était sur le point de charger à nouveau. Soudain, Kei réduisit la distance si rapidement que Kuya put à peine esquiver à temps. Il réalisa que son corps lui-même était entraîné de force vers Kei. Puis Kei délivra un puissant coup de pied. Mugen réalisa immédiatement ce qui se passait et trouva toute la situation amusante. Mugen encouragea Kuya à se dépêcher de mourir, afin qu'il puisse enfin prendre le contrôle du corps complètement. Désespéré, Kuya déversa toute sa force dans son poing et lança une contre-attaque. En même temps, Kei serra son poing tandis qu'une énergie bleue se rassemblait autour. Kuya fut complètement pris au dépourvu. Au lieu d'être attiré vers que cette fois, son corps fut soudainement repoussé avec une force violente, le faisant s'écraser lourdement contre un mur. Il leva l'orbe d'énergie reposant sur sa paume avant de sauter en l'air. Puis il la lança directement vers Kuya. Kuya esquiva de justesse avant d'apparaître derrière Kei. Kei demanda pourquoi Kuya continuait de faire semblant de se retenir. Cependant, quand il se retourna, il remarqua immédiatement quelque chose de différent. Kuya portait maintenant une expression extrêmement sérieuse. Il se précipita soudainement. Kuya réalisa que la capacité de Kei lui permettait de manipuler ses mouvements tout en lançant des rafales d'énergie dévastatrices. Il n'avait toujours aucune idée de quel genre de compétence il s'agissait réellement. Cependant, il remarqua un détail important. Chaque fois que Kei serrait la main, le corps de Kuya était déplacé de force. À cause de cette prise de conscience, Kuya choisit de l'engager en combat rapproché à la place. Il lança un coup de poing directement sur Kei. Des éclats d'énergie explosèrent autour de leur poing tandis que les deux échangeaient continuellement des coups, que fit remarquer que tout ce que Kuya faisait était incroyablement ennuyeux. Puis il frappa Kuya directement à la mâchoire. Une seconde plus tard, il le frappa de l'autre côté. Il attrapa Kuya par le col et commença à le frapper à plusieurs reprises sans s'arrêter. Kuya pouvait sentir à quel point Kei était monstrueusement fort, et il réalisa rapidement qu'il ne gagnerait jamais dans un combat de poing pur contre lui. Mais même alors, il pouvait encore parler. Il partagea qu'il avait toujours été connu comme le Hachiko inutile, mais qu'il allait enfin montrer à tout le monde la personne qu'il était devenu.
Il pouvait se battre maintenant, et pour la première fois de sa vie, il croyait qu'il avait une chance. Il lança un autre coup de poing vers Kai, mais Kai attrapa facilement son poing et lui dit qu'il n'avait absolument aucune chance de gagner. De son autre main, Kai condensa une quantité écrasante de puissance. Kuya réalisa instantanément à quel point la situation était mauvaise, puis l'attaque le frappa directement à l'estomac. Une lumière aveuglante consuma toute la zone. Ensuite, Kai soupira de déception. Il se plaignit que toute l'expérience avait été terrible. Il marmonna qu'Inu l'avait trompé car le combat n'était pas du tout amusant. Soudain, cependant, que sentit une énergie qui le fit immédiatement s'arrêter de marcher. Une énergie sombre commença à s'échapper du corps de Kuya. Mugen avait repris le contrôle au moment où Kuya perdit connaissance. Ka resta là, stupéfait. Mugen le regarda et déclara qu'il s'attendait à ce que Ka le divertisse correctement. Puis Mugen avertit le chef champignon de se préparer. Mugen rit bruyamment. Il était ravi maintenant que c'était enfin son tour de jouer. Ka avait l'air confus. Il se demanda si Koya était devenue une personne complètement différente. Même si l'apparence était presque la même, Ka pouvait dire que l'être qui se tenait devant lui n'agissait plus du tout humain. On aurait dit qu'une créature entièrement différente avait pris le contrôle. Mugen se jeta soudainement en avant. Les yeux de Kei s'écarquillèrent de choc lorsqu'une entaille traversa son corps et que du sang jaillit dans l'air. Pendant un bref instant, il pensa sincèrement avoir été tué. Il tomba sur un genou en se tenant le flanc tandis que Mugen se penchait lentement sur lui. Mugen fit remarquer qu'il avait initialement visé la tête de Kei, mais que Kei avait à peine réussi à esquiver au dernier moment possible. Puis il demanda si Ka pouvait encore se battre car il sentait exactement la même chose venir de lui. Joie. Un sourire démentiel s'étira lentement sur le visage de Ka, bondit soudainement en l'air et lança une autre attaque. Mugen déclara qu'il avait déjà percé le secret de la capacité de Ka. Il supposa que cela impliquait la compression, soit de l'espace lui-même, soit de la matière. Ka confirma que Mugen avait raison. L'énergie se condensa à nouveau dans la paume de Ka. Ka le prévint que si l'attaque touchait, la qualifier de douloureuse serait un euphémisme pour décrire les dégâts. Les deux s'affrontèrent de front, leur pouvoir entrant en collision dans une explosion aveuglante d'énergie. Mugen trouva cela vraiment intéressant, faisant remarquer que les calamités ordinaires n'avaient pas de telles capacités. Ka fut soudain pris au dépourvu. Le poing de Mugen le frappa directement au visage. L'impact fut si dévastateur que lorsque Ka s'écrasa au sol, la terre elle-même se creusa. Mugen déclara que les compétences ne signifiaient absolument rien face à une puissance écrasante. Il se moqua de Kei en disant que même si une souris avait des cornes, un tigre ne scillerait jamais à cause de cela. Même allongé au sol, Ka rassembla à nouveau sa puissance et la lança sur Mugen. Le bras de Mugen fut instantanément coupé. Mugen commenta nonchalamment que le corps de Kuya avait vraiment appartenu à une petite souris faible. Puis son bras se régénéra. Cependant, le bras restauré avait maintenant un aspect monstrueux et inhumain. Ka regarda, choqué. Assister à un tel niveau de régénération lui fit douter que Kuya soit encore humain. Mugen attrapa soudain Ka par le col, puis il le souleva droit dans les airs. Une violente décharge de force éclata alors que Mugen projetait brutalement Kei au sol. Kei gisait dans les décombres et admit que Mugen était fort. Puis il activa sa capacité sanctuaire territoire absolu. Une vague aveuglante d'énergie inonda toute la zone alors qu'il déchaînait son territoire absolu. Flottant dans la lumière écrasante, Ka écarta les bras et fit remarquer que cette situation devenait enfin amusante. Un sourire s'étira immédiatement sur le visage de Mugen alors qu'il déclarait qu'il allait pousser les choses encore plus loin. Les deux se regardèrent fixement en anticipant la prochaine attaque. La foule regardait dans une terreur complète. Pendant ce temps, la réceptionniste les supplia désespérément d'arrêter de se battre. Soudain, une autre silhouette apparut. Au moment où la réceptionniste vit cette personne, elle arrêta immédiatement de pleurer. À l'instant précis, Kei et Mugen s'affrontèrent à nouveau. Une explosion massive éclata dans toute la zone. Finalement, la fumée commença à se dissiper. Inu fut révélé debout juste entre les deux combattants, bloquant leurs attaques avec sa propre énergie tout en les séparant de force. Inu demanda ce qu'il pensait faire exactement. Kei et Mugen restèrent stupéfaits. Inu se tenait là calmement tandis que plusieurs rangers puissants s'alignaient derrière lui. Chacun d'eux arborait une expression sévère, que dit à Inu de ne pas s'interférer. Une femme debout derrière Inuit pointa une arme semblable à une aiguille directement vers Keu et demanda si quelqu'un dans son état devrait vraiment encore bouger. Le regard perçant de Kei se tourna vers elle. Elle lui rendit simplement son regard sans peur.
Inu dit fermement à Kei que c'en était assez. Il le prévint que s'il continuait à se plaindre, il ne s'en tirerait pas à bon compte non plus. Derrière Inu, les rangers étaient déjà prêts à dégainer leurs armes à tout moment. Mugen commenta que le gentil monsieur était enfin arrivé et fit remarquer que cela faisait longtemps. Il déclara nonchalamment que le gamin n'avait pas suffi à le divertir. Puis il dit à Inoue qu'il devait enfin régler le combat d'il y a 6 ans. Il ajouta même qu'il s'en fichait s'ils décidaient tous de lui sauter dessus sans sang. Mugen s'enflammait complètement. Mais soudain, il claqua la langue avec agacement. Il se plaignit que le corps était incroyablement frustrant à utiliser. À ce moment-là, Kuya réalisa qu'il avait repris le contrôle. Son corps faillit s'effondrer au sol, mais Inui l'attrapa avant qu'il ne touche le sol. Inui regarda calmement Kuya et se souvint que c'était le même garçon qui lui avait autrefois demandé comment il pouvait devenir l'un des numéros, puis la réalisation s'imposa enfin. Inu portait Kuya dans ses bras. Cependant, quelqu'un lui dit soudain d'attendre. Kei déclara que le garçon était sa proie et qu'il n'avait aucune intention de le livrer. Inu lui dit calmement de se pousser. Il expliqua que les numéros décideraient plus tard du sort de Kuya ainsi que de la punition de Kei. Kei sembla confus par cette déclaration. Inu expliqua qu'il voulait seulement confirmer si Koya était vraiment de leur côté, mais la situation avait tourné au désastre complet. Il déclara que c'était une grave violation des règlements et avertit Kei qu'il serait également tenu responsable. Kei répondit avec dédain que ces règles n'existaient que parce qu'elles étaient pratiques pour des gens comme Inuit. Inui répondit que Kei devrait se dépêcher de se tenir du côté assez puissant pour imposer sa propre convenance aux autres. Sur ce, Inuit se retourna et s'éloigna. Kuya reprit lentement conscience. Il demanda où il était. À sa grande surprise, il se retrouva attaché à une chaise en métal, ses mains et son cou fermement bloqués en place. Inu se tenait devant lui et déclara calmement « Alors, tu t'es enfin réveillé ». Koya esquissa un petit sourire en le voyant. Inu continua, expliquant que Koya avait engagé un duel non autorisé entre rangées, causant une destruction massive aux structures voisines et entraînant même des victimes. En conséquence, Inui déclara que Kuya était condamné à mort par exécution. Les yeux de Kuya s'écarquillèrent de choc et de peur. Quartier général de l'association des numéros, Kuya Kamikami était assis, retenu sur une chaise. Il était complètement choqué. Une figure semblable à un faucheur apparut devant lui. Inu annonça froidement que l'exécution de Kuya allait maintenant commencer à Kurusu de mener à bien la sentence. Koya resta sans voix. L'homme portant des lunettes dit calmement à Koya de ne pas lui en vouloir car il ne faisait que suivre les ordres. Koya pensa désespérément qu'il ne pouvait absolument pas faire ça à cause de Mugen vivant en lui. Il supplia Inui d'écouter et cria qu'il ne pouvait absolument pas l'exécuter. Il essaya d'expliquer que s'il mourait, la calamité scellée en lui serait libérée. Cependant, avant même qu'il ait pu finir de parler, une entaille traversa soudain l'air. Les chaînes retenant Koya furent instantanément coupées et tombèrent au sol. Koya regarda confus. Inu avait déjà confirmé la vérité lui-même. Il s'excusa d'avoir été brusque avec Koya, expliquant qu'il avait besoin que Koya admette personnellement la vérité avant de pouvoir la prouver correctement. Kuya essaya de dire quelque chose. Cependant, Inu l'interrompit et s'adressa plutôt aux caméras de surveillance, demandant s'ils avaient vu assez. Il expliqua que les accès de violence de Koya jusqu'à présent avaient tous été causés par la calamité vivant en lui. Puis il demanda s'ils avaient encore l'intention de procéder à l'exécution. Un fonctionnaire du gouvernement parlant par la caméra déclara qu'il laisserait l'affaire entièrement entre les mains d'Inuit. Cependant, si un autre incident se produisait, Inuit lui-même serait tenu responsable. Inui répondit calmement qu'il était d'accord avec cela car assumer la responsabilité était le devoir des adultes. Il fit remarquer nonchalamment que certains adultes semblaient extrêmement désireux d'éviter toute responsabilité. Le fonctionnaire lui rappela que le gouvernement fournissait à l'association des numéros un budget énorme et leur ordonna de créer rapidement un monde exempt de calamités. Inui reconnut simplement l'ordre d'une révérence respectueuse. Une fois la réunion terminée, Kurusu se prépara à quitter la pièce. Inui le remarqua discrètement. Kuya réalisa enfin que l'homme était Akikyo Kurusu, le numéro 2 des numéros. Kurusu déclara qu'il était une personne très occupée. Kuya remarqua alors la jeune fille à côté d'eux mâchant du chewing-gum avec désinvolture et réalisa qu'il s'agissait de Mitsumi Shinomai, la numéro 10 des numéros. Il fut étonné qu'il y ait en fait 3 membres des numéros réunis dans la même pièce. Kurusu fit remarquer que même la plus petite incertitude devrait toujours être éliminée.
Il exprima fermement sa conviction que le garçon devrait toujours être exécuté. Sur ce, il referma doucement la porte derrière lui. Mitsumi claqua la langue et se plaignit que Kurusu était bien trop imbu de lui-même. Inui le défendit en soulignant que Kurusu jouait toujours le jeu de son petit acte et utilisait même ses compétences pour l'aider. C'est pourquoi il l'aimait bien. Il remercia Mitsumi de rester, mais elle annonça immédiatement qu'elle partait aussi. Ensuite, Inui tourna son attention vers Kuya Kamikami. Inui fit remarquer que c'était déjà la 3e fois qu'il sauvait Kuya. Il s'excusa de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. Kuya fut stupéfait qu'Inui se souvienne de lui. Kuya demanda alors comment Inui avait découvert qu'il y avait une calamité en lui. Inui prétendit qu'il avait simplement un très bon odorat, et que Kuya portait l'odeur d'une calamité. Kuya fut choqué par cette réponse. Inui évoqua également les changements drastiques dans l'apparence et la personnalité de Kuya. Il a déclaré que cela n'arrivait évidemment pas de sa propre volonté et il ne pouvait pas non plus croire que ce soit juste une sorte de compétence. En plus, quand Inui a rencontré Kuya la veille, il ne sentait pas du tout la calamité. Et Kuya se trouvait aussi par hasard dans le bâtiment abandonné de Shibuya quand la calamité est apparue pour la première fois. En prenant tous ces détails en considération, Inu a conclu qu'une calamité interférait d'une manière ou d'une autre avec Koya, bien qu'il ait admis n'être qu'à moitié convaincu car la situation était sans précédent. Alors il a demandé qu'on lui dise tout. Il a promis à Koya qu'il était de son côté. Entendre ces mots a réchauffé la poitrine de Koya. Des larmes lui sont montées aux yeux. Après tout ce qui s'était passé, il était soulagé de rencontrer enfin l'Inuit qu'il admirait tant. Il était vraiment content d'être venu là. Kuya a avoué qu'une calamité résidait vraiment en lui. Il a expliqué que plus tôt dans la journée, il avait été attaqué par une calamité dans le métro. Après, d'autres calamités ont commencé à se rassembler autour de lui. Inu a mentionné avoir entendu dire que Kuya les avait toutes éliminées. Kuya a admis qu'il semblait capable d'utiliser une partie du pouvoir de la calamité. Puis Kuya s'est souvenu de la chose importante qu'il voulait lui dire à l'origine. Il était sur le point de le confesser quand une créature menaçante a soudainement fait irruption dans la pièce. Un homme portant un manteau de fourrure est apparu. Il a salué Inuit avant de demander quand exactement la ville était devenue une sorte de lieu de rassemblement pour les calamités. Il a mentionné avec désinvolture qu'il en avait déjà tué 3 en venant. Puis il a souligné que la pièce elle-même puait aussi la calamité. Son regard s'est immédiatement posé sur Koya et il a su instantanément que Koya était celui qu'il cherchait. Dans le battement de cœur suivant, il a lancé une attaque sur Koya. Koya a immédiatement vomi par terre sous l'impact. Inu s'est inquiété pour lui. Il a exigé de savoir ce que Taejo pensait faire. Inu lui a dit de regarder attentivement à nouveau car Koya était toujours humain. Koya a reconnu l'homme immédiatement. C'était Taejo Tsumeragi, le 4e des numéros. Taejo a rapidement réalisé que Koya était le soi-disant gamin calamité qui avait soi-disant été condamné à mort. Il a demandé pourquoi le garçon était encore en vie. Inu a calmement répondu qu'ils avaient décidé de l'épargner. Théo a immédiatement demandé si c'était juste une autre des décisions unilatérales d'Inu. Il a souligné que des affaires importantes comme celle-ci devaient être discutées entre tous les numéros. Inui l'a corrigé et a précisé que les numéros assemblés avaient déjà pris une décision. Il a ajouté que s'ils attendaient des gens peu fiables comme Théo, rien ne serait jamais décidé. Il a même admis qu'il était honnêtement surpris que Théo se soit donné la peine de venir. Théo a pris ces mots comme une permission d'exprimer son opinion. Il a immédiatement prononcé une sentence de mort pour le gamin qui puait la calamité. Puis il a chargé à nouveau en annonçant que l'exécution aurait lieu là et maintenant. Kuya a regardé Théo, chargé droit sur lui. L'attaque a déclenché une explosion massive. Kuya s'est simplement préparé à l'impact. Cependant, quand il a lentement rouvert les yeux, il a été choqué de voir Théo cloué au sol pendant qu'Inu lui tordait le bras dans le dos. Inui a fermement déclaré que la décision avait déjà été prise. Théo s'est libéré avec force avant de crier avec colère à Inui de ne pas le sous-estimer. Il a accusé Inui d'agir toujours de la même manière depuis le début, souriant constamment tout en prenant toutes les décisions importantes tout seul. Inui lui a calmement dit d'écouter attentivement. Il a expliqué que leur objectif ultime était de gagner la guerre contre les calamités qui apparaissaient sans cesse et de restaurer le monde paisible qu'elle possédait autrefois. Il a souligné à quel point l'existence de Kaguya pourrait devenir précieuse grâce à sa capacité unique à coexister et à communiquer avec les calamités. Inu a suggéré que Kuya pourrait un jour devenir la lumière capable de tout résoudre. Théo s'est moqué de l'idée. Il a demandé comment quelqu'un qui semblait incarner toutes les faiblesses du monde pourrait jamais devenir l'espoir de l'humanité.
Kuya s'est avancé et a admis qu'il n'était pas quelqu'un de spécial du tout. Il a avoué qu'il avait volontairement permis à une calamité d'entrer dans son corps et qu'il n'avait honnêtement aucune idée de ce qui pourrait lui arriver. C'était la raison pour laquelle il était venu en premier lieu, car il ne pouvait plus tout gérer seul. Puis il a fait une demande sérieuse à Inuit. Il a demandé que s'il était un jour complètement possédé par la calamité et commençait à blesser des innocents, Inuit le tue lui et la calamité ensemble. Kuya a profondément baissé la tête. Théo a semblé sincèrement surpris par ces mots. Même Inuit est resté sans voix pendant quelques instants. Finalement, Inu a doucement tapoté Koya sur la tête et a fait remarquer que le simple fait de pouvoir dire ces mots prouvait déjà sa force. Avec un sourire chaleureux, Inu a dit à Koya de lui laisser tout et a promis qu'il ferait absolument tout son possible pour empêcher cet avenir de se produire. Koya a été profondément ému. Théo a demandé à Inuit s'il avait sérieusement l'intention de devenir ami avec des calamités. Il a complètement rejeté les idéaux d'Inuit et les garçons devant lui. Il croyait fermement que chaque calamité devait être exterminée. Sinon, l'humanité n'aurait jamais d'avenir. Inuit a fait remarquer qu'obtenir la compréhension des gens était vraiment difficile. Koya n'a pu répondre qu'avec un petit rire. Inuit a alors déclaré qu'il était inutile de donner de faux réconforts à Kuya, alors il a décidé de lui dire la vérité directement. Kuya ne pourrait jamais retourner à sa vie d'avant. À partir de ce moment, Kuya accompagnerait l'un des numéros. Kuya a répondu qu'il s'était déjà préparé à quelque chose comme ça, bien qu'il ait réagi avec surprise peu après. Inu a expliqué que les numéros étaient un groupe rempli d'excentriques complets, ce qui signifiait que Kuoya aurait certainement du mal à les gérer. Puis Inuit a soigneusement observé Kuoya pendant un moment, et a calmement déclaré que quelque chose chez lui n'était tout simplement pas adapté. Plus tard, Kuoya a enfilé un tout nouvel uniforme. C'était l'uniforme officiel de l'association des numéros distribués aux candidats. Inu voulait que Kuya le porte, et Kuya a déclaré à voix haute qu'il le porterait pour toujours sans jamais l'enlever. Inu s'est excusé de ne pas avoir répondu à la question précédente de Kuya sur la façon dont on devenait l'un des numéros. Il a expliqué qu'il n'était pas au sommet par le seul effort. Il était là à cause des résultats obtenus en battant plus de calamités et en sauvant plus de personnes que quiconque. Puis il a dit à Kuya de produire aussi des résultats, et de prouver qu'il pouvait devenir plus utile à l'humanité que quiconque. Kuya a immédiatement crié un oui énergique et déterminé. Cette nuit-là, Kuya a reçu un SMS d'Inuit l'informant qu'une calamité était apparue, et pour cette mission, il accompagnerait l'enfant à problème parmi les numéros, le numéro 4, Théo. Bien que Koya comprenne déjà à quel point Théo était difficile après l'avoir rencontré la veille, il a été encore plus surpris après avoir fait des recherches plus approfondies sur lui. Pendant ses études, Théo avait été renié par ses parents et avait gravi les échelons avec rien d'autre que ses propres capacités. Maintenant, il gérait des clubs de hôtes, des clubs d'hôtesses et des restaurants dans toute la ville. Il portait le titre d'empereur de la nuit. Quand Koya est finalement arrivé sur le site de la mission, Théo l'a salué en disant qu'il était content que Koya ait réussi à venir. Parce que si Koya était arrivé une seule seconde plus tard, Théo l'aurait déjà tué sur prix. Koya a immédiatement appelé son nom. Cependant, Théo a soudainement chargé droit sur lui en déclarant qu'il avait toujours l'intention de le tuer de toute façon. Théo l'a appelé une calamité. Koya a été choqué. Il a à peine réussi à esquiver l'attaque. Même ainsi, la frappe l'a effleuré. Kuya a désespérément dit à Théo d'attendre. Au fond de lui, il se demandait si Théo le détestait à cause de la calamité qui vivait en lui. Cependant, Théo a révélé que la vraie raison était que Kuya n'arrêtait pas de remuer la queue après Sika Inui. Cela a complètement déconcerté Kuya. Il s'est souvenu de la façon dont Théo et Inui se disputaient constamment la veille, et a commencé à se demander quelle sorte d'histoire les deux partageaient. Théo a alors déclaré que même si Inui avait décidé d'épargner Kuya, il ne le reconnaîtrait personnellement jamais tant qu'il n'aurait pas jugé le garçon de ses propres yeux. Restait 15 minutes avant l'apparition de la calamité. Théo a exigé que Koya prouve sa valeur, sinon il le tuerait sur le champ. Koya a souligné que les duels non autorisés entre rangs étaient interdits et a demandé ce qu'Inuit penserait s'il voyait cela se produire. Théo a complètement ignoré la mention d'Inuit car il n'avait aucune intention de lui obéir. Il déclara hardiment que lui-même était la règle. Il restait 14 minutes. Théo demanda à Kuya s'il avait vraiment le temps de s'arrêter pour bavarder. Kuya réfléchit bien. Réalisant alors qu'il ne pouvait pas se permettre de mourir là, il se prépara au combat. Il déclara qu'il deviendrait l'adversaire de Kuya.
Pendant ce temps, de retour au quartier général de l'Association des Nombres, Inui était plongé dans ses pensées. Mitsumi se demanda si c'était vraiment une bonne idée d'envoyer Koya en mission si tôt. Elle craignait que jumeler Koya avec Taiyo pendant 2 jours d'affilée ne se termine qu'avec sa mort. Inui répondit qu'il n'était pas celui qui décidait des affectations. Même ainsi, il pensait que Théo était déjà un adulte et saurait où tracer la ligne. Il ajouta qu'il était personnellement intéressé par le potentiel que Koya possédait. Mitsumi demanda si c'était à cause de la calamité qui vivait en lui. Inu répondit que non. Il expliqua que ce qui l'intéressait vraiment, c'était Kuya lui-même, le fait qu'il n'ait pas encore été complètement consumé par la calamité. Inu fit remarquer que Kuya semblait cacher quelque chose de spécial, même si Kuya lui-même ne s'en était pas encore rendu compte. De retour sur le site de la mission, Kuya lança un puissant coup de poing vers Théo. Théo esquiva calmement l'attaque, puis contre-attaqua immédiatement. Kuya réalisa instantanément à quel point le coup était douloureux. Théo était incroyablement fort et Koya avait à peine le temps de le suivre. Même ainsi, Koya pensait qu'il pourrait encore réussir une contre-attaque d'une manière ou d'une autre. Il pensait pouvoir tenir bon jusqu'à ce que son corps commence soudainement à se sentir étrange. Kuya baissa les yeux sur les coupures qui recouvraient ses bras. Théo se moqua de lui, puis il révéla que sa capacité impliquait des toxines et du poison. Une fenêtre d'état apparut devant Kuya, révélant le niveau de Kuya comme étant 8100. Kuya s'effondra au sol en se tordant de douleur. Théo sourit en regardant Kuya souffrir. Il s'attendait à ce que le moindre mouvement inflige à Kuya une agonie insupportable. Soudain, le système notifia Kuya à propos de sa compétence. Éveil illimité. Et puis, l'affichage de la compétence devint soudainement vide. Les yeux de Koya changèrent et commencèrent à briller en bleu. Théo révéla que sa compétence s'appelait Toxine. En termes simples, il contrôlait le poison lui-même. Le poison libéré de son corps détruisait les nerfs, les muscles et chaque cellule qu'il touchait. Moqueusement, il demanda à Kuya si ça faisait mal. Théo ricana et affirma que la douleur aurait dû être si insupportable que Kuya ne pourrait même plus bouger un seul doigt. Il marcha directement sur la poitrine de Kuya et fit froidement remarquer que les yeux d'Inui étaient vraiment inutiles. Selon lui, il était impossible qu'un individu comme Kuya devienne l'espoir de l'humanité. Puis il demanda au gamin Calamité s'il avait des dernières paroles. Cependant, après avoir remarqué que Kuya ne pouvait même pas parler parce que sa trachée était bloquée, Théo lui dit simplement de mourir tranquillement comme ça. Alors que Théo se retournait pour partir, Kuya le prévint soudain de ne pas insulter Inui. Théo s'arrêta immédiatement de surprise. Kuya déclara faiblement que la douleur n'était pas nouvelle pour lui car il avait déjà connu plus que suffisamment de souffrance dans sa vie. Pour lui, ce niveau de douleur n'était rien. Puis Kuya se remit lentement sur ses pieds. Théo le regarda avec une incrédulité totale. Le poison aurait dû être assez puissant pour tuer instantanément même un éléphant. À ce moment-là, il réalisa que ce gamin était définitivement anormal. Théo répéta les paroles antérieures de Koya concernant le fait de ne pas insulter Inu. Il insista sur le fait qu'il disait simplement la vérité, car personne d'autre ne comprenait la vraie nature sombre d'Inuit. Kuya lui cria d'arrêter de parler. Il déclara qu'Inuit était la toute première personne qui avait jamais reconnu son existence, alors il ne tolérerait jamais que quelqu'un l'insulte. Théo avertit Koya qu'une foi aveugle comme celle-ci était dangereuse. Soudain, il activa une technique connue sous le nom de neige de Pluton, cendre de la mort. Les particules blanches commencèrent lentement à tomber du ciel. Kuya regarda confus en fixant la neige. Puis, de nulle part, des oiseaux moururent soudainement en plein vol et s'écrasèrent au sol. Alia resta là, abasourdi. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que la neige elle-même était toxique. Du sang commença immédiatement à couler de ses yeux. C'était une chute de neige mortelle qui emportait impitoyablement des vies. Elle ressemblait à une arme de destruction massive. Et pour Théo, cette force destructrice écrasante représentait le vrai pouvoir des nombres. Kuya s'effondra face la première dans une mare de son propre sang, tandis que Théo expliquait calmement qu'aucune créature vivante n'avait jamais survécu à cette attaque auparavant. Il avait enterré d'innombrables calamités en utilisant cette même compétence. Théo se plaignit amèrement que tout le monde ne faisait que louer Inui tout en qualifiant ses propres capacités de dangereuses et incontrôlables. Il ajouta qu'Inui gardait constamment tout sous contrôle strict et imposait des restrictions à tous ceux qui l'entouraient. Même Théo lui-même ne faisait pas exception. Puis Théo jeta un nouveau regard vers Kuya et demanda immédiatement pourquoi il était toujours debout. Apparemment, Kuya s'était déplacé derrière lui. Théo se demanda si Kuya possédait une résistance au poison
ou si son corps produisait des anticorps et se détoxifiait en temps réel. En fin de compte, il conclut qu'aucun humain normal n'aurait dû être capable de faire une telle chose. Il demanda si ce pouvoir venait de la calamité vivant en Kuya, ou de quelque chose d'entièrement différent. Un écran de statut apparut soudainement. Il identifia Kuya Kamikami sans compétence, niveau 8 et le rang d'éveil. La partie la plus suspecte était le fait qu'il n'y avait toujours aucune compétence listée. Kuya déclara fermement qu'il ne livrerait plus jamais son corps à Mugen. Avec une intense détermination brûlante dans ses yeux, il cria qu'il ne pouvait absolument pas mourir là. Teiyo sourit sauvagement et fit remarquer que Kuya était la toute première personne qui s'était jamais relevée après avoir été empoisonnée par lui. Il s'exclama que l'existence même de Koya était complètement insensée. Les deux s'affrontèrent immédiatement à nouveau, leur bataille s'intensifiant rapidement. À cet instant précis, le compte à rebours atteignit enfin 0. Un portail se brisa soudainement, puis une créature bleue grotesque se manifesta devant eux. Kuya et Taiyo tournèrent instantanément leur attention vers le monstre et lui crièrent de s'écarter. Les deux se déplacèrent à une vitesse explosive et traversèrent la créature ensemble. Une onde de choc massive éclata dans les environs. Quelques secondes seulement après avoir tué la calamité, tous deux se chargèrent immédiatement l'un vers l'autre, tout en libérant des vagues de feu d'énergie. Criant férocement, ils se lancèrent leurs poings l'un vers l'autre. Cependant, une forte annonce résonna soudainement dans toute la zone. La diffusion d'urgence informa tous les résidents à proximité que la calamité avait été soumise avec succès et que la zone restreinte avait officiellement été levée. L'annonce se répéta. Teiyo parut déçu. Il reconnut que Koya avait réussi à survivre contre lui. De manière inattendue, Teiyo invita Koya à venir travailler sous ses ordres. Koya fut complètement pris au dépourvu par l'offre. Cependant, il refusa. Il choisit de placer sa confiance en Inui. Teiyo répondit simplement que cela n'avait pas d'importance de toute façon. Il souligna seulement qu'il avait déjà prévenu Koya, puis il s'éloigna tranquillement. Koya réfléchit qu'au final, il n'avait toujours pas appris la vérité derrière tout cela. Il continua à se demander ce qui se passait exactement avec Inui. À partir de ce jour, le numéro 4, Kozuki Teo, ne fut plus reconnu comme l'un des nombres, et sa localisation devint finalement inconnue. Inu reçut la nouvelle concernant Teiyo. Inu s'excusa et admit qu'il n'aurait jamais imaginé que Teiyo agirait ainsi. Il se blâma de ne pas avoir pu prévoir ce qui allait se passer. Cependant, Kuya lui dit immédiatement qu'il n'avait pas besoin de s'excuser pour tout cela. Inu répondit que les erreurs commises au sein de leur organisation restaient finalement leur responsabilité. Puis, en tant que frère aîné de Teo, il s'excusa une fois de plus. Kuya se figea de choc total après avoir appris qu'ils étaient en fait frères. Inu demanda négligemment s'il ne l'avait jamais mentionné auparavant. Puis, il confirma calmement que lui et Teo étaient bien frères. Kuya souligna que l'information n'avait jamais été rendue publique, même pas aux propres fans d'Inu. Inu a répondu qu'il n'avait personnellement aucun problème à rendre ça public, mais il pensait que Teo aurait détesté ça. Il a admis qu'il n'avait jamais vraiment réussi à comprendre son jeune frère et s'est amèrement qualifié de frère aîné raté. Puis Inu a demandé si Teo avait dit quelque chose à son sujet pendant la mission. Kuya s'est souvenu que Teo parlait de la nature sombre cachée d'Inu et l'avait même invité à travailler sous ses ordres. Mais au final, Kuya a simplement répondu que Teo n'avait rien dit de spécial. Inu a calmement accusé réception de la réponse avant d'informer Koya qu'il avait réussi à maîtriser la calamité et à accomplir la mission. Puis, avec un sourire tranquille, il a invité Kuya à rentrer à la maison. Kuya Kamikami se tenait devant le bâtiment de son école et a calmement reconnu que cela faisait longtemps qu'il n'y était pas retourné. Plus tôt, Inu lui avait ordonné de retourner à l'école. Kuya a hésité et a souligné que cela pourrait être dangereux car les calamités se rassemblaient naturellement autour de lui maintenant. Inu a demandé si c'était vraiment une raison pour éviter d'y aller, surtout quand Koya devait encore s'occuper des procédures de retrait et récupérer ses affaires. Puis il a demandé si Kuya ne voulait vraiment pas rencontrer ses professeurs ou dire au revoir à ses amis. Il a rassuré Kuya qu'il s'occuperait personnellement de tous les arrangements, donc Kuya n'avait pas à s'inquiéter de l'apparition de calamités. Inui a ensuite demandé à Shizuka de tout préparer. Shizuka l'a assuré avec confiance qu'elle s'occuperait correctement de tous les arrangements. Inu a simplement dit à Kuya de profiter de sa dernière journée à l'école. Se tenant seul aux portes de l'école, Kuya pensa que Inua était vraiment gentil. Cependant, il n'avait personnellement pas beaucoup de bons souvenirs liés à l'école. Soudain, quelqu'un a crié son nom derrière lui.
Surpris, Kuya s'est retourné et a vu le professeur Okabe. Kuya s'est immédiatement rappelé comment Okabe l'avait traité d'échec et de honte pour l'école, lui ordonnant même de recommencer depuis le tout début. Le professeur semblait sur le point de dire quelque chose, mais Kuya a soudainement balbutié des excuses pour son absence sans permission. De manière inattendue, le professeur a éclaté de rire et a dit que ce n'était pas du tout un problème. Il a même ajouté que Kuya était devenu la fierté de l'école. Kuya est resté là, complètement abasourdi. Les autres élèves l'ont bientôt remarqué aussi et l'ont immédiatement reconnu comme le candidat des numéros. Excités, ils ont crié qu'il était le même candidat des numéros qu'ils avaient vus aux informations. Ils ont parlé de la façon dont Kawuya et Kozuki Teyo avaient réussi à anéantir une calamité ensemble. Kawuya n'avait absolument aucune idée de ce dont il parlait. Il a rapidement cherché sur internet et a confirmé que la nouvelle était bien réelle. Une foule s'est instantanément rassemblée autour de lui et a commencé à poser des questions interminables sur les numéros. Kuya a répondu qu'il avait personnellement rencontré Inui, ce qui a immédiatement rendu tout le monde encore plus excité. Puis soudain, quelqu'un a forcé le passage à travers la foule. Un homme a fusillé Kuya du regard et a exigé de savoir s'il était ce salaud de Hachiko. Kuya l'a reconnu comme l'un des hommes de Tanba et a prudemment mentionné qu'il avait entendu dire que Tanba était actuellement hospitalisé. L'homme a balayé ça d'un revers de main et a dit à Koya de ne pas parler de quelqu'un qui n'était même pas là. Puis son attitude est soudainement devenue amicale en disant à Koya qu'il était incroyable maintenant, donc ça ne semblait plus juste de l'appeler Hachiko. Il a murmuré qu'il était en fait un grand fan de Mitsumi et a demandé à Kuya s'il pouvait lui obtenir son autographe. Kuya a répondu qu'il essaierait puisqu'il l'avait déjà rencontré auparavant. L'homme est devenu extrêmement excité après avoir entendu cela. Kuya s'est senti complètement dépassé par le changement soudain de traitement. Plus tard, il a assisté à des cours et a discuté tranquillement avec ses camarades de classe. Puis il a participé à des activités sportives et s'en est étonnamment bien sorti. Il a même déjeuné avec ses amis. Pour la première fois, cela lui a fait réaliser que l'école était en fait amusante. Alors que Kuya réfléchissait à tout, il a réalisé que même s'il n'avait jamais vraiment aimé l'école elle-même, c'était toujours le seul endroit où il s'était senti appartenir. Et maintenant, il ne pourrait plus jamais retourner à cette vie ordinaire. Soudain, un véhicule noir a freiné brusquement juste devant lui. Kuya et les autres ont regardé en état de choc. Shizuka est sortie de la voiture et l'a informé qu'elle était venue le chercher. Elle a expliqué qu'Inui l'attendait actuellement au quartier général des numéros en raison d'une affaire urgente. Kuya l'a immédiatement reconnue comme la secrétaire d'Inui. Puis, en un clin d'œil, la voiture a démarré en trombe. Ses camarades de classe ont regardé avec admiration, tout en commentant à quel point tout avait l'air cool. De retour au quartier général des numéros, Inuit a chaleureusement salué Kuya et lui a demandé comment s'était passée l'école. Kuya avait l'air légèrement mal en point, mais il a rapidement répondu que ce n'était rien de grave. Puis il a mentionné comment tout le monde le dorlotait soudainement maintenant, quelque chose qui aurait été impossible avant l'incident de la calamité. Il a admis que le sentiment était étrangement compliqué. Inu a commenté que Koya était toujours aussi pessimiste. Il a ajouté que s'il était à la place de Koya, il accepterait probablement ce pouvoir comme sa propre capacité. Koya s'est immédiatement gonflé et a soutenu que c'était vraiment sa capacité, et la façon exagérée dont il a réagi les a fait rire tous les deux. Ensuite, Inu a expliqué que Koya continuerait d'accompagner les numéros à partir de maintenant. Il l'a prévenu que les numéros étaient remplis de gens encore plus excentriques que Teyo, ce qui signifiait que les luttes de Koya ne faisaient que commencer. Puis Inui a demandé si Koei pouvait vraiment suivre tout le monde, ce à quoi Koei a répondu avec confiance que oui. Koei a ensuite posé des questions sur la situation d'urgence. Inui a jeté un coup d'œil à Shizuka et lui a demandé de tout expliquer à la place. Shizuka a informé Kuya qu'il ferait d'abord un peu d'études avant d'aborder le sujet principal. Elle a expliqué que les calamités provenaient d'un autre monde, et plus une calamité était forte, plus il fallait de temps pour qu'elle se transfère complètement dans leur monde. Après avoir remarqué la réaction de Kaya, elle a demandé quel était le problème. Kaya a répondu avec désinvolture que le dessin qu'elle utilisait était mignon. Shizuka a immédiatement rougi et lui a dit à la hâte de se concentrer correctement. Elle a continué à expliquer que pour les transferts de portail avancé ou de niveau supérieur, le temps de transfert restant apparaissait comme un compte à rebours visible. Le mécanisme de base était simple. Une fois que le nombre atteignait 0, une calamité se manifesterait. Passant au sujet réel, Shizuka a demandé si Koya avait entendu parler du portail qui était apparu à Yokohama. Koya a confirmé qu'il l'avait vu aux informations. C'était un portail mystérieux d'où rien n'était sorti.
Shizuka a expliqué qu'il avait été initialement classé comme un portail avancé en raison de son temps de transfert, donc l'association a posté des individus de haut rang à proximité en prévision de calamités de niveau avancé. Cependant, même après que le compte à rebours ait atteint 0, rien n'est apparu du portail. Pour cette raison, l'association a continué à le surveiller de près. Mais seulement quelques instants plus tôt, il y avait enfin eu un mouvement à l'intérieur du portail. Kuya a immédiatement demandé si une calamité avait émergé, mais au lieu d'un monstre, ce qui est sorti était une brume noire. Kuya a réagi en état de choc complet. Shizuka a expliqué que tous les systèmes de communication et les signaux radio dans la zone environnante avaient été complètement perturbés, parce que la visibilité à l'intérieur de la brume était presque inexistante. Personne ne savait ce qui se passait réellement dans la zone. Inuit a ajouté qu'il y avait beaucoup trop peu de cas similaires pour qu'ils analysent correctement la situation. Par précaution, ils ont décidé d'envoyer les numéros au cas où une calamité de grade spécial finirait par apparaître. Cela signifiait que Kuya, aux côtés des numéros, se rendrait immédiatement sur le site afin d'enquêter sur la zone et de secourir les membres de l'équipe piégés à l'intérieur. Leur mission était de sceller le portail lui-même. Kuya se demanda calmement si sceller un portail était même vraiment possible. Cela semblait être une mission incroyablement difficile. Cependant, les numéros possédaient des spécialistes du scellement de portail et ces individus se dirigeaient déjà vers le site. Soudain, quelqu'un a fait irruption dans la pièce. Un homme est entré en titubant, couvert de sang et s'appuyant lourdement sur une béquille. Il s'est excusé auprès d'Inu et a affirmé que la calamité l'avait eu, donc il ne pouvait plus continuer la mission. Haletant lourdement, il a déclaré qu'il leur laisserait le reste. La mâchoire de Koya est tombée instantanément, puis l'homme s'est effondré sur le sol. Koya a immédiatement reconnu l'homme blessé comme Sasaragi, l'un des numéros. Il a crié d'urgence à quelqu'un d'appeler un traitement médical immédiatement. Cependant, Kuya est devenu confus lorsqu'il a remarqué l'expression complètement calme d'Inu. Inu a simplement dit à Sasaragi d'arrêter de faire le pitre parce qu'il se débattait dramatiquement comme ça à chaque fois. Kuya a regardé avec confusion. Sasaragi a poussé un soupir fatigué. Puis soudain, il s'est levé parfaitement bien comme si de rien n'était. Kuya était complètement abasourdi. Sasaragi n'avait en fait jamais été blessé. Il a simplement marmonné que tout était ennuyeux. Puis il a regardé Koya et lui a demandé qui il était exactement. Il a mentionné que le visage de Koya lui semblait étrangement familier. Et soudain, il s'en souvint. Sans crier gare, Sasuragi se mit à s'agiter théâtralement sur le sol. Il se plaignait que même penser, rester debout et s'asseoir lui demandait trop d'efforts. Puis, il demanda à nouveau qui était censé être cet enfant. Koya se présenta correctement. Dès que Sasaragi entendit le nom, il comprit immédiatement qu'il s'agissait de la même personne pour laquelle l'association faisait tant de bruit. Il leur dit aussitôt de ne pas l'impliquer dans ce bazar car cela lui semblait bien trop pénible à supporter. Sasaragi demanda alors à Inui ce qui se passait exactement et s'il devait se rendre à Yokohama maintenant. Inu lui assigna calmement la mission. Sasuragi accompagnerait Koya pour sceller la porte tout en lui enseignant tout ce qu'il devait savoir. Koya eut l'air complètement surpris par cette décision. Cependant, Sasaragi parut encore plus choqué que lui. Et sa réaction fut un long cri de confusion. Il refusa immédiatement. Il exigea de savoir pourquoi il devait accepter une mission aussi incroyablement pénible. Inu lui dit calmement d'arrêter de se plaindre et expliqua que guider les candidats faisait partie des devoirs officiels des numéros. Paniqué, Sasaragi argumenta que guider signifiait qu'il devrait réellement réfléchir par lui-même et prendre des décisions personnelles. Puis il continua à se rouler par terre en faisant une crise de colère complète, car tout cela semblait demander beaucoup trop de travail. Complètement effrayé, Koya se demanda ce qui n'allait pas chez ce type. Un hélicoptère survola Yokohama en direction d'une masse de brume noire recouvrant la zone. Depuis la porte ouverte, Koya interpella Sasaragi en repérant le brouillard et confirma que tout l'endroit en était entouré. À l'intérieur de l'hélicoptère, Sasaragi cria qu'il était terrifié car il avait la phobie des hauteurs et supplia désespérément de rentrer chez lui. Kuya cria qu'il n'avait jamais entendu parler d'un numéro ayant peur du vide et qualifia cela de complètement pénible. Sasaragi rétorqua que le rejeter était une discrimination envers les numéros. Alors que Kuya lui disait d'arrêter de dire des bêtises, Sasaragi s'effondra sur son siège et prétendit perdre connaissance de peur. Kuya le regarda s'endormir. Cela le fit se demander s'il allait vraiment bien. Les deux se tenaient devant la brume noire. Kuya fit remarquer que cela semblait encore plus sinistre de près. Leur mission était de secourir les rangs, de soumettre la calamité et de fermer la porte.
Kuya demanda s'il pouvait vraiment la fermer. Sasaragi prétendit soudain souffrir de malnutrition, de déchirures musculaires et de fractures du crâne, tout en sortant une perfusion intraveineuse. Il en faisait vraiment trop. Kuya cria de choc et demanda pourquoi il avait ça sur lui. Sasaragi s'allongea sur un banc voisin et dit faiblement qu'il laisserait le reste à Kuya. Au fond de lui, Kuya savait qu'il feignait. Il se demanda pourquoi quelqu'un comme lui appartenait au numéro. Il conclut alors qu'il devait gérer la situation lui-même. Contrairement aux calamités précédentes, cette brume noire était totalement inconnue. Au début, il douta de lui-même, puis il résolut qu'il devait le faire pour le bien d'Inuit qui l'avait reconnu. Déterminé, Koya déclara qu'il pouvait le faire avant que la brume ne l'avale soudainement. Dehors, Sasaragi se reposait confortablement sur le banc avec sa perfusion et marmonna qu'il était content d'avoir dormi. Choqué, Kuya se retrouva soudainement entraîné au plus profond du brouillard. L'intérieur était complètement noir, il pouvait à peine voir quoi que ce soit. Il se demanda si l'équipe avancée avait également été entraînée ainsi. Soudain, quelque chose tenta de l'attaquer. Kuya esquiva immédiatement. Il fut surpris par ce qu'il vit ensuite. Il y avait d'innombrables mains monstrueuses. Il se demanda si la brume noire elle-même était la calamité. Il activa sa compétence, éveil infini. Il esquiva les attaques. Il essaya de le frapper, mais réalisa qu'il ne touchait rien. Il pensa que c'était parce que la créature était faite de brouillard. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Une force massive le percuta et le projeta en arrière. Il leva sa garde contre l'onde de choc, mais soudain, une main sombre géante agrippa son corps et le retint complètement. D'autres mains griffues l'entourèrent alors qu'il réalisait que la calamité pouvait l'attaquer librement alors que ses propres attaques ne pouvaient pas porter. La calamité le submergea d'attaques incessantes. Il serra les dents de frustration et remarqua à quel point la situation était déraisonnable. Il se libéra de force et décida de battre en retraite. Il réalisa qu'il était stupide de combattre de front sur le territoire ennemi. Il ajouta que combattre sans connaître les caractéristiques de l'adversaire était au-delà de la stupidité. La brume noire continua de le poursuivre. Il résolut d'attendre et d'observer. Pendant ce temps, Sasaragi avait l'air à l'aise sur le banc. Il se demanda si Kuya s'était déjà enfui. Cependant, il réalisa vite que ce n'était pas le cas, et que Kuya visait clairement quelque chose. Caché derrière un mur, Kuya réalisa que la calamité le cherchait visuellement. Il conclut que le corps principal contrôlant les mains était caché quelque part dans le brouillard. Kuya se força à réfléchir attentivement pour le trouver. Il se souvint d'informations sur chaque numéro. Puis il se rappela une rancœur d'il y a 4 ans qui avait combattu une calamité de type limace. Cette calamité pouvait se dissoudre dans l'eau, devenir invisible et attaquer librement lorsqu'elle était acculée. Cependant, la rancœur avait quand même trouvé un moyen de la vaincre. Koya se souvint à quel point cette bataille avait été brillante et chaotique. Il était tellement excité et tremblant à l'époque quand il en avait appris parler. Koya réalisa que la même méthode pourrait fonctionner ici, bien que cela comportât des risques sérieux. Soudain, une brume noire apparut juste au-dessus de lui. En levant les yeux, Koya vit les rangs disparus suspendus dans les airs sous une étrange aura violette. Au début, il craignit qu'ils soient morts, mais en y regardant de plus près, il réalisa qu'ils étaient toujours vivants. Il savait qu'il pouvait les sauver s'il agissait vite. Il libéra une explosion d'énergie et cria à la calamité de se montrer. Un œil rouge lumineux le fixa depuis l'obscurité. Kuya essaya de sentir d'où il le regardait. Kuya chargea immédiatement. Une énorme explosion d'énergie violette s'abattit soudainement sur lui. Ses yeux s'écarquillèrent de choc en constatant l'ampleur de la réalité de la calamité. Il se défendit tout en endurant les attaques incessantes, bien qu'il se soit éraflé de partout. Puis il se souvint d'un détail. La rancœur d'avant s'était réfugiée dans un palais tout en encaissant les attaques ennemies. Cet endroit était entouré de récifs sur 3 côtés. Il se dirigea vers une impasse. À l'époque, la rancœur avait perdu sa voie d'évasion, le rendant désespéré. Finalement, un gobelin apparut. L'allée était vide quand il s'est montré. Il fut donc confus. Kuya réalisa que la série d'actions de la rancœur était devenue sa stratégie pour attirer la calamité invisible. Il se montra et attaqua la calamité. Cela fut possible non seulement grâce au pouvoir de Mugen, mais à tous ses efforts au fil des ans qu'il pensait inutiles. Mais non, cela porta ses fruits. Pendant ce temps, Sasaragi se relaxait toujours sur le banc. Mais il ouvrit alors les yeux en sentant que quelque chose n'allait pas. Au même moment, Kuya s'approcha pour déclarer un échec et mat. Soudain, son pouvoir s'arrêta. Il fut choqué. Son corps refusa soudainement de bouger. À l'intérieur de lui, Mugen sourit largement. Il déclara que la compétence éveil infini avait été forcée de s'arrêter.
Un compte à rebours apparut devant Koya, indiquant que la compétence resterait bloquée pendant 120 secondes. Le corps de Kuya cessa de bouger. Mugen fit remarquer que la compétence avait apparemment des restrictions d'utilisation. C'était logique quand Kuya l'utilisait souvent. Le compte à rebours continua jusqu'au redémarrage. Sasuragi était allongé sur le banc et se demandait si Kuya avait déjà épuisé ses compétences. Il marmonna que Kuya était un parfait idiot. Pendant ce temps, le gobelin était confus. Il l'inspecta et commença à se moquer de lui en lui montrant ses fesses alors qu'il ne pouvait pas bouger. Puis il eut une idée diabolique. Kuya fut confus quand une brume violette tourbillonna autour de lui. D'énormes bras griffus émergèrent de l'obscurité alors que la créature se transformait en un démon cornu gigantesque. Kuya se figea de choc. La calamité le projeta au sol et l'écrasa sous une énergie violette écrasante. Koya cria. La calamité commença à concentrer son énergie. Koya savait que c'était vraiment mauvais. Il vit le compte à rebours et il n'était toujours pas prêt. Il souhaita désespérément que cela aille plus vite. Soudain, Sasaragi se précipita vers lui en l'appelant sale gosse. Cependant, même lui réalisa qu'il n'atteindrait pas Kuya à temps. La calamité tira un énorme rayon d'énergie violette directement sur Kuya. L'attaque le frappa de plein fouet. Kuya s'effondra, immobile, dans une mare de sang. L'écran rouge continuait d'afficher sa compétence comme un éveil infini, mais elle passa au bleu et la compétence afficha un tiré à la place. La calamité planait sinistrement sur le corps de Kuya. De loin, même Sasaragi était resté stupéfait, mais quelque chose attira son attention. Soudain, une brillante lumière bleue jaillit du corps de Kuya et fila vers le ciel. Une énergie bleue l'enveloppa complètement tandis qu'une aura massive montait. Sasaragi se demanda s'il s'agissait d'une sorte de guérison ou de restauration. Au début, il soupçonna une autre capacité de calamité, mais non. C'est tout à fait différent. Kuya haleta soudainement et se réveilla. Il respirait lourdement. Sasaragi le fixa, incrédule, et lui demanda ce que c'était. C'est là que Kuya le remarqua enfin. Kuya pensa que c'était son imagination, que l'attaque l'avait traversé. Sasaragi réalisa que Kuya lui-même n'avait pas remarqué ce qui venait de se passer. Comme il s'y attendait, Kuya pourrait être vraiment incroyable. Kuya prévint immédiatement que la calamité pouvait manipuler le brouillard. Sasaragi demanda simplement s'il avait verrouillé sa maison. Kuya était tellement confus, mais il continua de lui rappeler de ne pas oublier de verrouiller. Puis une clé lumineuse se matérialisa dans la main de Sasaragi. En activant sa compétence, verrou. Un seau massif avec un trou de serrure géant arrêta instantanément la calamité. Il fit ensuite la leçon, disant qu'oublier de verrouiller finirait par ruiner Kuya. Kuya était confus en voyant la calamité s'arrêter. Sasaragi expliqua calmement qu'il avait verrouillé ses mouvements et qu'elle ne bougerait pas tant que le verrou ne serait pas levé. Puis, il dit à Kuya de finir le reste lui-même. Kuya n'arrivait pas à croire que Sasaragi l'ait arrêté si facilement. Sasaragi lui demanda comment il avait trouvé comment sortir la calamité du brouillard. Il se demanda s'il avait eu l'idée sur le moment ou si quelqu'un le lui avait suggéré. Il expliqua qu'il avait passé des années à étudier les rangs, car il avait voulu en devenir un lui-même. Cela dit, il a recherché les calamités passées et comment les vaincre. Et pour cette calamité, il a copié la stratégie utilisée par un rankeur qui avait combattu une calamité de slime. Le rankeur s'est sacrifié et a vaincu la calamité. Kuya fut ému par cet acte. Sasaragi se souvint de la calamité de slime d'il y a des années. Ce rankeur, c'était lui. À l'époque, il l'avait scellé avec verrou et avait déclaré qu'il ne permettrait jamais aux calamités de faire ce qu'elles voulaient. Il n'était qu'un esclave d'entreprise de l'humanité, mais il était déterminé à la vaincre. À l'époque, notre garçon Sasuragi était passionné, pas du tout comme il est maintenant. Le souvenir s'est estompé tandis qu'une ombre se projetait sur le visage de Sasuragi. Koya remarqua son expression. Sasuragi claqua la langue et se plaignit que Koya était gênant. Finalement, le brouillard noir disparut dès que la calamité fut arrêtée. Sasaragi acquiesça et nota que les rangs piégés pouvaient maintenant être sauvés. Mais ils eurent une autre surprise, plusieurs portails commencèrent à s'ouvrir autour d'eux. Kuya paniqua. Sasaragi remarqua qu'ils étaient tous des portails de niveau avancé. Il comprit enfin ce que le brouillard avait caché tout ce temps. Il observa aussi comment c'était intelligemment planifié. Kuya lui demanda ce qu'il devait faire. Le compte à rebours était juste en dessous de 5 secondes. En un rien de temps, plusieurs calamités avaient traversé le portail. Kuya hurla de terreur. Il savait qu'il ne pouvait pas gérer autant de niveaux avancés. Il y aurait tellement de dégâts si l'un d'eux s'échappait. Sasaragi grogna. Il se plaignit encore de la difficulté. Une autre clé lumineuse apparut dans sa main, et une explosion se produisit. Kuya ne put que regarder, choqué.
Une énergie dorée enveloppa Sasaragi et un immense cercle magique se forma derrière lui. Il activa sa technique. Épée du roi dépouillant, l'armure de flamme de phosphore. Sasaragi marmonna que c'était tellement pénible. Puis il dit à Kuya de ne pas cligner des yeux et de regarder attentivement. Kuya se concentra intensément. Kaya appela Sasaragi. Il se demanda quel genre de technique c'était. Sasaragi se tenait là, tenant une arme massive ressemblant à du ki, entourée d'un immense cercle magique. Il expliqua que c'était des flammes de Kielin qui enlevaient l'armure. C'était la forme éveillée de sa compétence. Kalia n'avait jamais entendu parler d'un éveil de compétences auparavant. Il réalisa qu'une telle transformation était impossible avec des compétences ordinaires. Il conclut que Sasaragi avait vraiment transcendé l'humanité. Soudain, il remarqua quelque chose venir du côté. Une calamité massive, ressemblant à un insecte, se jeta soudainement sur Sasaragi. Kuya lui cria de faire attention. Quand cette calamité s'approcha, l'énergie dorée l'incinéra instantanément. Le monstre se désintégra en cendres en plein vol. Koya réalisa à quel point c'était intense qu'une calamité de bas niveau ne puisse pas maintenir son corps. Cela lui rappela la fois où il avait affronté Mugen. Mugen avait observé et estimé Sasarahi à un niveau 5. Puis, il se corrigea immédiatement, réalisant que Sasaragi était plus proche d'une calamité de niveau 10. Mugen observa que la puissance de combat de Sasaragi avait considérablement augmenté. Sasaragi observa tandis qu'une horde de calamités apparaissait soudainement devant lui. Kuya s'inquiéta pour Sasarahi car il y en avait tellement. Puis Sasaragi activa le verrou de clé royale. D'énormes trous de serrure lumineux apparurent au-dessus des calamités et scellèrent leur mouvement. Après cela, Sasaragi déclencha une autre technique appelée bumping, qui provoqua une explosion massive qui déchira le champ de bataille. Koya resta stupéfait. Sasaragi avait l'air cool, debout là pendant que les explosions se produisaient. Il tourna son regard vers Koya. Koya réalisa que c'était une élimination parfaite et complète. Même les calamités avancées étaient impuissantes face à Sasaragi. Il réalisa le vrai pouvoir de Sasaragi qui appartenait au rang. Soudain, Sasaragi gémit et déclara qu'il était épuisé. Il s'allongea par terre en se plaignant qu'il ne voulait rien faire et qu'il voulait un hélicoptère pour le ramener chez lui afin qu'il puisse dormir. Kuya lui dit de ne pas dormir par terre car il était un adulte. Puis Kuya le bombarda avec enthousiasme de questions sur la technique et l'idée de dépouiller les compétences de leur armure. Il n'avait jamais rien vu ni entendu de tel auparavant. Il se demanda s'il pouvait l'utiliser aussi. Sasaragi lui dit sans détour qu'il n'y avait aucune chance. Il avertit Kuya de ne pas sous-estimer les rangs. Kuya fut décontenancé. Ce n'était pas quelque chose que Kuya devait savoir encore. Kuya était confus. Il laissa tomber le sujet. Puis, il cria soudainement de manière dramatique et déclara que sa foulure musculaire, son appendicite et ses hémorroïdes s'étaient toutes enflammées en même temps. Kuya dit d'un ton monocorde que Sasaragi avait à peine bougé pendant le combat. Il soupira devant le jeu d'acteur pitoyable de l'homme. Sasaragi resta simplement allongé, se demandant intérieurement s'il était acceptable de montrer à Kuya la technique avancée. Juste un petit retour en arrière. Dans sa conversation précédente avec Inuwa, il avait exprimé son refus. Il se demanda si Inuwa avait vraiment l'intention d'entraîner Kuya dans leur monde. Inu répondit que Kuya voulait probablement en faire partie. Sasaragi argumenta que Kuya ne le voudrait pas s'il savait tout. Amusé, Inu souligna à quel point il était rare qu'une personne aussi paresseuse que Sasaragi soit si persistant. Étant donné que Sasaragi était réticent, il lui proposa un marché. Si Sasaragi acceptait de le faire, il pourrait prendre une semaine entière de congé. Sasaragi le fusilla du regard pour avoir joué salement. Inui suggéra que sa fille serait heureuse. Il avait des informations sur elle dans son téléphone, donc il savait qu'ils vivaient séparément. Il dit à Sasaragi que c'était pour l'avenir de l'humanité. Avec un lourd soupir, Sasaragi accepta à contre-cœur. De retour dans le présent, Sasaragi dit paresseusement à Kuya que même s'il apprenait la vérité maintenant, il lui faudrait encore 10 ans pour la comprendre. Il conseilla à Kuya d'abandonner. Au lieu de cela, Kuya déclara qu'il travaillerait aussi dur que possible. Sasaragi l'appela stupide et le prévint de ne pas en faire trop. Kuya promit de travailler dur car il devait devenir plus fort. Il admit que devenir fort semblait toujours impossible pour quelqu'un comme lui, et pourtant maintenant il pouvait combattre la calamité alors qu'il n'était qu'un Hachiko inutile qui n'avait jamais éveillé de compétences. Sasaragi l'observa et souligna que Koya possédait des compétences. Koya resta confus. Alors qu'ils discutaient, plusieurs corbeaux noirs se sont rassemblés à proximité. Ils se sont positionnés au-dessus des deux, et les observaient intensément. D'ailleurs, Kurusu a appelé Inui et a rapporté que tout s'était déroulé comme prévu.
Inui a confirmé que Kuya possédait vraiment des compétences. Il ne sait toujours pas quoi. Kurusu a noté qu'Inuit semblait inhabituellement heureux. Cependant, il a exprimé qu'il était encore trop tôt pour montrer une compétence avancée à Kuya. Les chiffres le cachaient même au gouvernement, sans parler du public, il a averti que si leur plan devenait public, l'équilibre du monde s'effondrerait comme l'ouverture de la boîte de Pandore. Inuit a gloussé et a convenu qu'il ne devait jamais devenir Prométhée, celui qui a donné le feu à l'humanité. Mais il a souligné qu'un humain capable d'absorber les calamités était enfin réapparu, ce qui signifiait que le temps figé depuis ce jour avait enfin commencé à avancer. Il a affirmé qu'à cause de Kuya, il pouvait enfin avancer à l'association des chiffres. Sasaragi a grogné bruyamment en se plaignant de devoir y aller aussi. Kuya a souligné qu'il était évident qu'il devait rendre compte du déroulement de la mission. Il lui a crié d'arrêter de se plaindre alors qu'il était allongé dans une charrette que Kuya poussait dans le couloir. Sasaragi a exprimé qu'il ne pouvait rien faire après que son armure menaçante l'ait laissé tout son corps hors service et endolori. Koya a douté qu'il dise la vérité. Sasaragi a marmonné qu'Inui aurait dû être celui qui venait le remercier. Il s'est plaint de ce salaud, mais Koya lui a dit que ça suffisait puisqu'ils étaient déjà dans la chambre d'Inui. La porte s'est ouverte pour révéler Kei Kusanagi. Koya s'est figé de choc alors que Kei le regardait froidement. Sasuragi a demandé négligemment si la suspension de Kei était déjà terminée. Alors que Kei passait devant Kuya, il a déclaré qu'il n'avait pas perdu. Sasuragi a commenté qu'il était vraiment difficile à gérer. Il a averti Kuya de faire attention, car le gamin s'était pris d'affection pour lui. Kuya a réalisé qu'il avait raison, car le type l'avait attaqué sans raison. Kuya le détestait. Une voix de l'intérieur les a alors invités à entrer. Kuya s'est illuminé en voyant Inui. Inui leur a dit qu'ils avaient bien fait leur mission. Debout à côté de lui se trouvait une femme blonde en blouse de laboratoire. Koya l'a instantanément reconnue. C'était Jaime Kijuan, numéro 8. Kijuan l'a identifié comme Kuya Kamakami. Sans crier gare, elle lui a léché la joue. Bien sûr, notre garçon a rougi et a trébuché en arrière en criant « Quoi ?» Il était embarrassé qu'elle l'ait léché. Elle a souri et lui a dit qu'il sentait l'énergie de la calamité. Inu lui a demandé d'examiner la compétence de Kaya. Kuya a réalisé qu'elle l'analysait. Kijuan a ordonné à Kuya de montrer son écran de statut. Après avoir vu que les caractéristiques de la compétence étaient dans cette notation, elle a compris pourquoi les idiots la prenaient pour inutile. Elle a précisé que le tiré ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de compétence, mais qu'il signifiait moins. Voyant la confusion de Kuya, elle a su que la conversation n'irait nulle part avec un idiot comme lui. Kuya a répété le mot en confusion. Elle l'a reformulé en l'appelant plutôt annulation. Elle a expliqué que Kuya possédait la capacité de réduire le pouvoir des compétences et des calamités et de les ramener à zéro. Soudain, elle a giflé Kuya pour démontrer que cela ne fonctionnait pas sur tout et qu'il fallait l'activer. Inu a suggéré qu'il y avait une condition pour l'activer. Ce pourrait être lorsque Koya a subi beaucoup de dégâts ou s'il était au bord de la mort. Mais ce dont il est certain, c'est que cette compétence supprimait la calamité à l'intérieur de Koya. Koya n'arrivait pas à y croire. Il s'est souvenu avoir été harcelé dans le passé pour ne pas avoir de compétences. Il était traité comme un garçon de course et était même surnommé Hachiko. Et maintenant, il apprenait qu'il avait une compétence depuis le début. Cela l'a rendu émotif. Il a pleuré. Mais le moment a été interrompu lorsque Kijoin leur a dit qu'elle n'aimait pas les spéculations et a suggéré de le disséquer immédiatement pour enquêter davantage. Kuya a réagi avec horreur à la mention de dissection. Soudain, une jambe humaine a émergé de la bouche de Haim. Ils ont regardé d'autres parties du corps sortir. Quand elle a eu fini, elle s'est essuyé la bouche et a exprimé qu'elle avait créé un parfait. C'était un clone de Kuya. Kuya n'arrivait pas à comprendre qu'il soit sorti de sa bouche. Il a paniqué car il ne comprenait pas la situation. De plus, le clone était nu, donc il se sentait embarrassé. Kijoin a réalisé qu'Inui n'avait rien dit au garçon. Elle a révélé que sa compétence s'appelait duplication. En utilisant sa langue, elle pouvait lire les informations d'un être vivant et créer une réplique parfaite. Elle a expliqué que bien que le clone ne soit pas vivant, son corps était complètement identique à celui de Kuya, ce qui leur permettait de l'étudier à travers lui. Sasaragi a fait remarquer que sa compétence était dégoûtante. Kajuin l'a taquiné en disant que sa dissection lui rappelait de bons souvenirs. Elle a suggéré de recommencer. Sasaragi est devenu pâle. Il l'a supplié de ne pas le faire se souvenir car c'était tortueux de regarder son propre corps se faire découper en morceaux. Il a averti Kuya que ce n'était pas amusant à regarder. Kijoin a annoncé qu'elle commencerait à disséquer Kuya immédiatement.
De manière inattendue, le clone l'a soudainement saisi par la gorge. Tout le monde s'est figé de choc. Le clone l'a averti de ne pas le toucher aussi négligemment. Kuya y a vu Mugen. Pijuane l'a regardé fixement. Utilisant un scalpel, elle a pris le bras du clone et a fait remarquer que la poupée était étonnamment vivante. Amusée, elle a commenté que les choses devenaient enfin excitantes. Kuya s'est sentie mal pour son bras. Elle a traîné le clone nu hors de la pièce par les cheveux, déclarant négligemment qu'elle ferait un rapport après en avoir appris davantage. Kuya a regardé amèrement. Inu a expliqué qu'elle était normalement beaucoup trop importante pour examiner personnellement un rang ordinaire. Il a déclaré que cela prouvait à quel point il attendait de Kuya. Puis il a déclaré que Kuya était celui qui mettrait fin à la guerre contre les calamités et qu'il croyait que Kuya était l'espoir de l'humanité. Kuya s'est souvenu qu'Inuit l'avait appelé ainsi auparavant. Inuit a ensuite expliqué que l'humanité s'était éveillée parce que des calamités étaient apparues dans le monde. Il a déclaré que les humains et les calamités étaient deux faces de la même médaille. Parce que Kuya possédait les deux, il avait le potentiel de les transcender entièrement. Cependant, Inuit a averti que le pouvoir de Kuya restait incomplet et non raffiné. Il a expliqué que c'était la raison pour laquelle il avait demandé à Sasaragi de lui montrer la technique de libération d'armure plus tôt. Inu a précisé que la libération d'armure majestueuse était un art secret réservé aux numéros. Pour cette raison, Kuya devait monter rapidement en grade. Il a déclaré que les rangs étaient déterminés par les niveaux, la maîtrise des compétences et le bilan des missions. Après avoir vaincu 2 calamités de haut rang, Kuya était déjà passé de non classé à rang inférieur. Cependant, la route à venir était longue et s'escarpait. Kuya n'avait d'autre choix que de continuer à s'entraîner et à grimper plus haut. Soudain, toute la pièce a tremblé violemment. Une pression écrasante a rempli la zone. Kuya a immédiatement eu des sueurs froides en ressentant une aura bien au-delà de tout ce qu'il avait jamais expérimenté. Il s'est demandé si c'était Mugen. Inu s'est demandé si la calamité de grade spécial d'il y a 6 ans était revenue. Kuya a réalisé qu'il parlait de Mugen. Inu a expliqué que le public croyait qu'il avait vaincu la calamité à l'époque, mais en vérité, elle avait disparu avant la fin de la subjugation. Il a admis qu'il n'avait jamais su si elle était retournée dans son monde ou si elle s'était simplement cachée ailleurs. En entendant cela, Kuya s'est nerveusement préparé à avouer que Mugen était en fait à l'intérieur de lui. Mais avant qu'il ne puisse parler, Inu a froidement déclaré que la créature avait détruit le monde et lui avait enlevé la personne qu'il aimait. Il a juré qu'il la tuerait la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Kuya s'est figé de choc face à l'intention de tuer. Mugen a gloussé et lui a dit qu'il s'en fichait s'il le dénonçait. Il a mis Kuya au défi de le faire. Soudain, un messager a fait irruption dans la pièce et a rapporté qu'une porte de grade spécial était apparue. La pression détectée était différente de tout ce qu'ils avaient jamais rencontré auparavant. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une nouvelle calamité spéciale. Le compteur indiquait environ 1 an avant que la calamité ne sorte. Inuit a réalisé que c'était une nouvelle et qu'elle serait là dans 1 an. Sasaragi soupira et se plaignit que c'était encore une nouvelle galère monumentale. Inu s'attendait à ce que Kuya entende tout ça. Il déclara que l'humanité n'avait plus qu'1 an avant l'arrivée du désastre. Il s'attendait à ce que Kuya sache quoi faire. Kuya était déterminé. Il déclara qu'il deviendrait l'un des numéros. 1 an passa à Tokyo et il ne restait qu'1 semaine avant l'ouverture de la porte de classe spéciale. Les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Un homme se souvint de la calamité de classe spéciale d'il y a 6 ans qui avait tout transformé en désert. Il craignait que Tokyo ne subisse le même sort s'il ne parvenait pas à s'échapper à temps. Soudain, une alerte de calamité retentit. Une porte d'un violet sombre s'ouvrit en plein milieu de la rue. Une calamité massive, semblable à un serpent, émergea dans un hurlement assourdissant. La foule paniqua et implora de l'aide. Soudain, une énergie orange vif descendit du ciel. Une frappe puissante percuta la calamité et l'écrasa instantanément. La calamité fut complètement détruite. L'homme le remercia et lui demanda prudemment son nom. Koya sourit nonchalamment et répondit qu'il n'était personne d'important. Il était content qu'il soit en sécurité. Soudain, Sasaragi lui cria de ne pas les laisser derrière et se plaignit de qui allait tirer son chariot. Kuya lui répliqua aussitôt qu'il arrêtait de faire traîner les autres derrière lui. Sasaragi lui dit qu'il devait se dépêcher d'aller à l'association des numéros car Inuit les attendait. Kuya répondit oui. Cela faisait déjà 1 an qu'il n'avait pas vu Inuit. Au bureau d'Inuit, Shizuka s'excusa et informa Kuya qu'Inuit n'était pas là. Surpris, Kuya expliqua qu'Inuit l'avait lui-même convoqué. Elle précisa qu'Inuit l'attendait ailleurs et lui demanda de la suivre. En descendant les escaliers, Shizuka remercia Koya pour son dur travail durant l'année écoulée.
Elle mentionna avoir entendu qu'il avait combattu des calamités en Amérique aux côtés de Sasaragi. Koya expliqua que l'Amérique manquait d'une organisation comme les numéros. Tant d'individus éveillés travaillaient indépendamment en tant que chasseurs de primes. Il admit que gérer à la fois des héros excentriques et des calamités avait été l'année la plus difficile de sa vie. Shizuka remarqua que ses cheveux avaient beaucoup poussé. Embarrassé, Kuya admit qu'il n'avait tout simplement jamais eu le temps de les couper. Elle observa que son apparence et son physique avaient tellement changé qu'il ne ressemblait presque plus à la même personne qu'il y a un an. D'immenses portes s'ouvrirent. C'était une installation d'entraînement souterraine. Elle expliqua que les numéros et leurs candidats l'utilisaient pour s'entraîner. Kuya remarqua quelqu'un, c'était Inua, et il annonça avec enthousiasme qu'il était enfin de retour après un an d'entraînement. Inu nota que Kuya était maintenant classé 12e, un niveau proche des numéros eux-mêmes. Cependant, il déclara que la question était maintenant de savoir s'il avait la force pour le prouver. Soudain, il proposa un combat. Il voulait voir si Kuya pouvait le toucher. Il encouragea notre MC à utiliser toute sa puissance. Inui tenait l'épée du jugement, l'arme utilisée pour détruire les calamités. Kuya savait qu'un seul coup ne le laisserait pas indemne. Il réalisa qu'Inui était complètement sérieux. Au lieu d'avoir peur, Koya se sentit excité, car cela signifiait qu'Inui le reconnaissait vraiment. Il inspira profondément et cria qu'il était reconnaissant. À ce même moment, les cheveux de notre garçon changèrent à nouveau de couleur pour devenir rouge vif. Il était comme un Super Saiyan. Il se précipita à une vitesse incroyable et disparut de la vue. Inu se concentra. Il sentit le coup de poing de Koya et l'esquiva. Le poing de Koya était enveloppé d'énergie. Inu fut témoin de la puissance de la calamité. Koya essaya continuellement de l'attaquer, mais il esquiva tout. Inu souligna que Kuya avait un éveil infini grâce au pouvoir de la calamité et un moins pour l'annulation. Il était curieux de savoir comment il utiliserait ses pouvoirs opposés. Il était impatient de voir la force de Kuya. Kuya activa Minus. Ses cheveux redevinrent normaux. Puis une énergie bleue vif crépita autour de lui. Kuya se lança en avant et entra en collision frontale avec l'énergie dorée d'Inui. Inui fut surpris. Kuya avait l'air sérieux. Il se jeta sur lui en plein vol. Inui réalisa que Kuya pouvait passer de sa propre compétence au pouvoir de la calamité sans délai. Il remarqua également que Kuya avait acquis un contrôle parfait sur l'énergie destructrice de la calamité et pouvait la concentrer en un seul point. Inu admit que même lui ne pourrait pas encaisser l'attaque de front sans être blessé. Kuya tendit la main et activa Minus. Ce pouvoir était un bluff. Kuya s'apprêtait à le frapper à la place, mais il fut surpris. L'épée avait disparu, puis d'innombrables lames lumineuses coulèrent au-dessus de lui. Inu sourit et demanda comment il comptait gérer ça. Les sourcils de Koya se froncèrent. L'énergie se rassembla autour de ses jambes. Utilisant une force explosive, il se lança dans les airs et évita le barrage tout en contre-attaquant en même temps. Soudain, une lame lui transperça le corps. Inu apparut derrière lui et souligna que son dos était complètement découvert. Kuya s'excusa car il l'avait intentionnellement laissé ouvert. Puis Kuya lança un puissant coup de pied directement dans Inui. L'impact envoya Inui s'écraser en arrière. Kuya devint confiant, mais il vit qu'Inui était toujours debout. Il avait son bouclier levé. Puis il dit à Kuya que le bouclier n'avait pas été assez rapide et qu'il s'était éraflé la main. Il le félicita pour cette frappe. Les yeux de Kuya s'écarquillèrent, et il se réjouit d'avoir réussi. Inui observa que Kuya n'avait pas seulement maîtrisé sa propre compétence, mais qu'il avait aussi rendu le pouvoir de la calamité complètement le sien. Kuya expliqua que pendant l'entraînement, la calamité en lui avait fini par arrêter d'essayer de prendre le contrôle. Son pouvoir avait commencé à lui sembler une partie naturelle de son corps. Il admit qu'il ne savait pas si elle avait simplement abandonné. Inu se souvint du rapport de Kajuin. Il vint dans son laboratoire et vit la réplique du garçon. Elle lui dit qu'il pouvait l'avoir s'il le voulait, mais il refusa. Il demanda ce qu'elle avait appris et elle lui dit que cette chose n'était plus humaine. C'était une calamité. De retour dans le présent, Koya demanda nerveusement s'il y avait un problème. Inu répondit que ce n'était rien. Il pensa que c'était une inquiétude inutile. Inu exprima sa curiosité quant à l'apparence de la calamité en lui, mais notre MC se souvint de l'intention de tuer qu'Inu avait libéré en parlant de Mugen. Naturellement, de cela, Kuya ne pourrait jamais révéler la vérité. Changeant de sujet, Inu rappela à Kuya que la porte de classe spéciale s'ouvrirait dans une semaine. Il souligna également que la mission de Kuya était toujours inachevée. Kuya savait que c'était parce qu'il devait encore devenir l'un des numéros. Inu expliqua qu'il allait maintenant enseigner aux 2 candidats l'art secret connu sous le nom de libération d'armure raffinée, qui était requis pour rejoindre les numéros. Alors qu'Inu s'éloignait,
Koya s'arrêta soudainement à la mention des deux. Puis Kei Kusanagi apparut derrière lui et demanda si Kuya était l'autre candidat. Kuya recula de surprise. Inu présenta Kei comme étant le rang 11 et Kuya comme le rang 12. Il expliqua que les numéros n'avaient que 10 membres. Avec le départ de Théo, un siège restait vacant. Inu déclara que Kaya et Kei se battraient pour cette unique position. Ces deux-là étaient sur leur garde. Kei regarda Kalia d'un air sévère. Les tensions montèrent rapidement. Ils déclarèrent tous deux qu'ils deviendraient le prochain membre des numéros. Très bien, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Si vous voulez les mises à jour hebdomadaires de cette série, elles seront désormais publiées sur ma deuxième chaîne, Manhwa Updater. Donc si vous ne voulez pas manquer la suite, assurez-vous d'aller y jeter un œil et de rejoindre la bande des mises à jour. Merci d'avoir regardé, restez cool, restez génial, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.